Voilà. Bon, bienvenue à la journée des auteurs du mois de novembre et d'ailleurs la dernière de l'année de 2023. Après celle-ci, on va reprendre les activités dans les journées des auteurs dans le mois de janvier. Mais d'ici là, vous avez aussi le bureau ouvert pour vous accueillir si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin d'un support. Je commence par m'excuser par ce volume de personnes dans un espace trop petit. C'est parce qu'en fait, notre salle où ça se passe normalement, elle est interdite. On a eu un problème de chiottes. Voilà. Il va pas oser le dire, mais ça a débordé pendant une semaine. Donc, et on va faire de sorte que ça ne se reproduise plus, toutes ces personnes ensemble comme ça. Mais en même temps, j'avoue que ça me fait plaisir de voir tout le monde ensemble. Surtout pour moi aujourd'hui, c'est une journée des auteurs très, très, très spéciale. Déjà parce que ça fait 3 mois que je ne suis pas là, que je suis pas venu. Et j'étais en voyage et puis ça a coïncidé avec mes dates à l'université. Et voilà, et maintenant je suis de retour et ça me comble de joie et surtout d'avoir Alain Tellier pour animer la masterclass d'aujourd'hui. La journée des auteurs est un projet. La journée des auteurs est un projet qui a été conçu pour vous, que pour vous et exclusivement pour vous, pour les élèves qui participent à l'objectif manuscrit. Donc, c'est le cas de tout le monde ici. La première journée des auteurs qui a eu lieu, ça fait 1 an et demi à peu près. Et la première personne qui a animé cette journée des auteurs, la masterclass, ça a été Alain. Oui, ça a été la première. Et ça me fait très plaisir que tu sois de retour pour clôturer l'année. Et merci d'avoir accepté l'invitation. Nous allons avoir la masterclass aujourd'hui qui va durer jusqu'à midi. Nous avons 1 heure de présentation d'Alain Tellier et après nous avons 30 minutes de débat. Tu vas me présenter pendant 1 heure? Oui, il va présenter son aussi que l'après-midi, la table ronde. Je demanderai aux personnes qui sont connectées de lever le microphone. Merci. Donc, l'après-midi, nous allons avoir la table ronde et la scène ouverte. Pour les personnes qui ne connaissent pas les activités, la table ronde, c'est le moment où vous allez prendre votre place en tant qu'auteur et autrice. Si vous avez écrit une ligne, vous êtes auteur et autrice d'une ligne. Vous avez l'expérience de l'écriture qu'il faut pour participer à la table ronde. Et vous signalerez, parce qu'à chaque fois, on signale. On va plus le signaler là, parce que c'est compliqué quand même. Plus. Nous n'entendons plus Christophe. Oui, on n'entend plus. Nous n'entendons plus Christophe. Solutions qui viennent de ma part, mais des solutions qui viendront de vos parts pour voir ce que vous pouvez proposer, ce que vous pouvez donner comme suggestion ou idée pour les collègues qui participent. Et après, nous avons la scène ouverte, un moment décontracté où vous allez pouvoir lire un texte qui habite un tiroir sombre et qui n'a jamais été partagé. Sinon, le début de votre texte ou un morceau de votre texte que vous voulez récolter un peu des impressions, qu'est-ce que ça provoque chez le lecteur, ou chez l'auditeur plutôt. Et voilà, c'est un moment de partage aussi. Donc, je laisse la parole avec Alain Tellier. Oui. Et merci. Parfait, je vous remercie beaucoup. Je me présente rapidement. Donc, je ne suis pas Jean Tellier, parce que malheureusement, je ne fais plus partie de ce monde, dont on bien connu. Je m'appelle Alain Tellier, il y a un nid. Vous avez le Tellier qui est de Goncourt, donc c'est un nom qui est littéraire quand même. Hein, et moi, j'ai écrit d'abord j'étais comédien. Pendant plusieurs années, je fais le cours comment, comme tout le monde, comme tous les comédiens, avec Huster, Weber, Pilleret à l'époque, dans les années 80, avec Stéphane Fraisse et plein de gens qui ont fait des nouvelles carrières. Et puis, j'ai joué quelques années, ensuite j'ai créé, moi je vais faire exprès,
c'était par annonce Paris Première. Donc c'est vrai que j'étais le premier présentateur de cette chaîne qui est devenue une très jolie chaîne. J'ai fait de nombreuses émissions pendant 7 ans. Le théâtre, les livres, tout, l'art à Paris, la mode, etc. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez parler un tout petit peu plus fort? Bien sûr, je suis acteur. Et donc, ça va m'aider là. Et donc, vous pouvez pas vous avouer, c'est fini, c'est terrible. Hein. C'est waouh. C'est pour ça que j'ai marqué ça, excellent pour mon ego. J'ai l'impression que je suis Bruel, c'est mon heure de gloire, c'est mon moment warolien. Et donc, j'ai fait de la télé. En fait, tout aide pour l'écriture, parce que de jouer, évidemment, quand vous jouez des pièces ou dans des films, vous lisez des textes, voilà, évidemment, pour écrire des pièces de théâtre, comme je le fais maintenant, c'était évidemment indispensable de savoir ce qu'un acteur peut dire ou ne pas peut dire, ne peut pas dire, ou a envie de dire, ou pas envie de dire, etc. Et même travailler sur le silence. Et puis même la télé, en fait, quand on fait de la télé, on écrit énormément. Pendant 7 ans, j'ai dû faire 3000 interviews. C'est des mots qu'on prépare, c'est des phrases qu'on prépare. Tout est bon. J'ai fait de la presse écrite à une époque, donc on fait des donc on écrit tout le temps. Donc tout est bon pour un jour écrire des livres et des pièces ou des films ou autre chose, ou des poèmes. Donc en fait, c'est enrichissant. Et c'est qu'après 40 ans que j'ai écrit d'abord pour l'École des loisirs, pour une pièce, et ensuite chez Plon, chez Anne Carrière, je crois qu'il y a 10 romans maintenant. Le dernier s'appelait Stella Dickie, et j'ai écrit plusieurs pièces, Tirage de Catherine Arpenti, le dernier baiser de Mozart avec des films de Pardieu, l'année dernière, Le manteau de Janis avec Alison Paradis et Philippe Lièvre. Et cette année, j'ai une pièce qui s'arrête demain, au Montparnasse, avec Patrick Chenet et Nicolas Briançon, une pièce historique, on en parlait, sur l'affaire Von Bülow, voilà, qui s'appelle Le Mystère Sony, et qui malheureusement s'arrête demain, parce que notre ami Chenet est un peu souffrant. Comme Pierre Arditi, d'ailleurs. J'ai écrit pour les fait pour des jeunes maintenant. Voilà, donc j'ai adoré écrire des pièces. Alors, cette petite introduction n'est pas pour frimer, c'est pour dire que d'écrire des pièces, c'est passionnant pour parler du dialogue dans le roman, parce que une pièce, est-ce que c'est des dialogues? C'est ça la grande question, parce que s'il n'y a pas de dialogue, voilà. On ne vous dira jamais dans ta pièce, j'ai adoré les dialogues, on vous dira j'ai adoré la pièce, ou je ne l'ai pas aimé. Mais on ne parle pas de dialogue, puisque s'il n'y a pas de dialogue, à la limite, c'est du mime. Donc, c'est le regard du sourd de Bob Wilson à une époque où il n'y avait pas de parole. Donc, ce qui est merveilleux, c'est qu'effectivement, j'ai le plaisir d'écrire les deux, et je dis souvent que c'est pas le même cerveau qui travaille. À la limite, d'écrire des pièces me repose d'écrire des romans, comme le disait Cocteau, de la peinture, de la sculpture ou du cinéma. Je ne comprends pas pour Cocteau, que j'admire. Donc, effectivement, ça m'a intéressé beaucoup de penser au dialogue dans mes propres romans, pour surtout ne pas en faire du théâtre. Jamais d'ailleurs, on vous dira, ou jamais vous penserez, je pense, j'imagine, oh, j'ai adoré ce roman, et j'ai adoré les dialogues de ce roman. Non, c'est vrai que ça vous fait sourire, mais on n'y pense pas. Parce qu'en fait, les dialogues, il ne faut pas les voir dans le roman. D'abord, on n'est pas obligé d'en mettre. Et comment ça s'appelle, un roman sans dialogue? Non. Non, mais c'est intéressant parce qu'en fait, on se pose pas, ça s'appelle un récit. Un récit, et il y a des récits absolument sublimes, où il n'y a strictement aucun dialogue. Il y a des petits romans de Christian Bobin où il n'y a aucun dialogue. Isabelle Bruges, etc. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut écrire, a priori, le roman, c'est pas fait pour être dialogué. A priori, c'est de la narration. C'est Il était une fois, Once Upon a Time, oui, j'ai un très bon anglais. Non, ouais. Et c'est-à-dire qu'a priori, un roman, on lui raconte quelque chose. Et de toute façon, raconter quelque chose en y mettant du dialogue, c'est de toute façon déjà du mensonge. Mais attention, moi j'adore le dialogue dans le roman. Mais a priori, vous mentez. Puisque vous dites, ce jour-là, je me promenais au boulevard Saint-Germain et j'ai croisé Rita. Et voilà, et nous nous assîmes à une terrasse du Café de Flore, et à ce moment-là, elle me dit, mais dis-moi, qu'est-ce que tu prendrais, toi? Moi, je prendrais bien un cognac. Bon. À partir du moment où elle dit, je prendrais bien un cognac, on n'est plus dans le passé. Ce dont vous devez avoir conscience, c'est que le dialogue dans le roman, et c'est la magie, est un éternel présent. Et ça, on s'en rend pas compte. Ce qui m'a intéressé, puisque c'est la deuxième fois que je parle du dialogue dans le roman, c'est que je me suis aperçu que je faisais, et que tout le monde faisait, même de Marc Lévy à Proust, oui, là, c'est large, faisait de la prose sans le savoir. Je pense que la plupart des romanciers dialoguent ou pas leurs livres, beaucoup ou pas beaucoup, suivant le style, leurs envies,
d'une manière qui leur est totalement inconsciente. Ils ne se disent pas, ah, tout d'un coup, je suis dans un éternel présent. Enfin, de Camus, je crois, un éternel été. Tout d'un coup, ils ne se le disent pas, mais ils le font d'une manière très inconsciente. Ce qui est très beau dans l'art, quand on est acteur, auteur de théâtre, de romans, de scénarios, c'est qu'on fait beaucoup de choses sans le faire exprès. Avec un métier qui est en nous, comme un bon cordonnier est un bon cordonnier, un bon garagiste est un bon garagiste. On le fait parce qu'on sent que c'est comme ça qu'il faut le faire. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup d'auteurs ont quand même parlé du dialogue, mais pas d'une manière très scientifique. Je me souviens que Henri Miller, dans ses mémoires, disait ah ben moi j'ai souvent écrit à la main mes descriptions au début et j'ai tapé mes dialogues à la machine. Parce que ça ressemblait plus, le tac-tac de la machine à écrire, ressemblait plus au dialogue. Et après, bien sûr, il tapait tout. Mais au début, parce qu'il y a pas mal de dialogues dans Henri Miller. Et par exemple, Francis Scott Fitzgerald, que j'adore par-dessus tout, je trouve qu'il y a quand même des auteurs qui ont été des génies absolus. D'ailleurs, Fitzgerald, Tendre et la nuit, ou toutes ces nouvelles, Love Boat, etc., les enfants du jazz, tous les au Gatsby magnifique, ou bien sûr le dernier Nabab, son dernier livre non fini, vous pouvez l'ouvrir n'importe où, il se passe quelque chose. Il arrive quelque chose. Vous pouvez ouvrir Fitzgerald n'importe où. Et Fitzgerald disait, un bon roman est un bon équilibre entre les dialogues et la description. Un bon équilibre. Mais c'est quoi un bon équilibre? Mais oui, c'est quoi un bon équilibre? Un bon équilibre, par exemple, alimentaire, ça va être ça, vous faites beaucoup de crème de marron comme moi, et puis ça va très bien, vous voyez. Ça va. Et donc, en fait, un bon équilibre, c'est peut-être ne pas faire que du dialogue. Il y a beaucoup de romans qui sont des romans populaires. Je citais Marc Lévy, que j'ai croisé, d'ailleurs très sympathique, quand j'étais chez Robert Laffont. Il attaque souvent par les dialogues, et si on feuillette un livre de cet auteur très populaire, je ne dis pas qu'il faut écrire comme lui, ça, il faut écrire comme lui, mais attention, il est beaucoup moins mauvais qu'on ne le croit. Il vaut mieux parfois une bonne histoire racontée par un auteur populaire, qui demanderait souvent à être un peu réécrit, certes, parce que je trouve que ces éditeurs ne l'aident pas, que beaucoup de romans qui sortent aujourd'hui, qui sont d'un égocentrisme total, qui ne racontent que du moi-je, sur 80 pages, où on s'emmerde quand même tellement. Raconter une histoire est quand même la chose la plus noble qui puisse vous arriver. Les gens achètent des romans, vont au cinéma, vont au théâtre, pour qu'on leur raconte des histoires. Ne l'oubliez pas. C'est quand même ce qu'on appelle la catharsis depuis le théâtre grec. On va au théâtre, on lit des romans, on va au cinéma pour voir nos vies, pour voir d'autres êtres humains se mettre dans des situations de conflit et se dire, s'identifier, oui. Pardon, est-ce que je pourrais te demander de parler un peu plus fort? Oui. Parce que nous avons des gens un peu partout. Mais pardon, excusez-moi, ouais, je vais essayer. Et voir des conflits et se dire, qu'est-ce que je ferais dans cette situation? Ne l'oubliez jamais quand vous écrivez, même si votre roman se passe dans le quartier, que c'est juste une rencontre amoureuse ou un truc de je ne sais quoi, ça peut être n'importe quel sujet, les gens se disent toujours, waouh, je suis cette personne, qu'est-ce que je ferais dans cette situation? Si j'ai une maladie terrible, si on me quitte, si je perds mes enfants, si mon chien est perdu, quelle que soit la situation. Et beaucoup de gens qui écrivent oublient que écrire, c'est partager du plaisir avec des gens et de la connivence humaine. Voilà, c'est une petite parenthèse, mais comme ici, j'ai donné depuis 3 ans pas mal d'ateliers et maintenant surtout des objectifs manuscrits, j'ai vu que souvent les propositions étaient tournées vers soi et on oubliait le sens du spectacle. Et comme auteur, je le sais. En ce moment, par exemple, ma pièce était beaucoup plus difficile que celle de l'année dernière. Et il y a eu des gens qui parfois se disaient oui, mais quand même à ce moment-là, voilà. Et on se dit oui, il faut quand ils sont là, ils ont payé, ils ont acheté un livre, ils vont voir une pièce, ils sont là pour prendre du plaisir, ils sont pas là pour s'emmerder. Ne l'oubliez jamais. Vous êtes là pour donner du plaisir et créer de la connivence humaine. Ne l'oubliez jamais. Et le dialogue est là pour ça. Alors, ce qui est intéressant avec l'histoire du dialogue, c'est que donc, il ne faut pas, et donc je parlais de des gens comme Marc Lévy qui mettent beaucoup de dialogue parce que quand même, il ne faut pas oublier une chose, le dialogue, ça prend de la place. J'ai eu beaucoup de participants, ils dialoguaient, parce que tout d'un coup, ils arrivaient à 50 pages, mais si on enlève la moitié, il restait 30 pages. Évidemment, vous faites un tiret, etc. Bon. Donc, également, le dialogue, a priori, c'est une forme de facilité. En fait, il faudrait que vous vous disiez, tiens, je vais dialoguer, quand vraiment ça s'impose. Tout d'un coup, il faut faire parler les personnages.
où on a envie qu'ils disent quelque chose qui n'est pas dans la narration. Parce que l'intérêt du dialogue dans le roman, c'est quoi? En fait, c'est dingue. Et tout ça, j'y pensais en y pensant pour les participants d'avant et pour vous, là, où je me suis quand même tout remis en tête hier soir. C'est-à-dire que le roman, le dialogue peut affirmer ce qui est dit dans la narration ou ce qu'on voit dans la situation. Ils s'approchaient d'elle, ils étaient au bar du Lutetia, oui, c'est dans les lieux chics. Je vais pas, mais voilà. Il se demanda comment il pouvait lui avouer que son chat était mort. Tu vas bien, dit-il, qu'est-ce que tu veux prendre? Bon, déjà, on comprend qu'il lui dit pas tout de suite que le chat est mort, etc. Et on va attendre le moment où on va lui dire que son chat est mort. Il s'en est pas très bien occupé pendant son voyage à l'étranger et que donc il a un peu merdé. Il a oublié de nourrir le chat et qu'il l'a trouvé un peu par terre. Ce qui est intéressant, c'est que dans le dialogue, vous pouvez très bien créer ce qu'on appelle l'ironie dramatique. Je sais pas si vous savez ce que c'est, mais au théâtre, c'est passionnant. Vous devez le savoir. L'ironie dramatique dans un film, une pièce ou un roman, c'est lorsqu'un personnage sait une chose que l'autre ne sait pas, ou quand le lecteur ou le spectateur a une information que un personnage ou des personnages ou tous les personnages n'ont pas. C'est très intéressant. Et évidemment, c'est pareil, il y a plein d'auteurs et vous-même, vous voyez ou vous faites de la prose sans le savoir en créant de l'ironie dramatique qui crée du suspense, qui crée évidemment une petite jouissance également de savoir une chose que les personnages ne savent pas. C'est Guignol, quand vous étiez enfant au Guignol, où il y a le gendarme derrière et tout ça qui va taper sur le Guignol et bah, il est derrière toi. Mais voilà, ça s'appelle l'ironie dramatique et on y est confronté très jeune avec les marionnettes déjà. Et bien sûr, dans Molière, il y en a beaucoup, dans Shakespeare, il y en a énormément. Évidemment, Roméo et Juliette, il y a une ironie horrible. L'ironie dramatique n'est pas toujours drôle. Parce qu'on sait qu'un des deux a pris le poison et l'autre trop tard, et bien, elle va se réveiller, mais ils ne pourront jamais s'aimer et ils sont perdus. Bon, l'ironie dramatique n'est pas forcément du Woody Allen. Donc, n'oubliez pas que le dialogue peut aussi affirmer, infirmer, contredire, déformer ou dévoiler des mensonges, des duplicités, des envies, des amours fous, voilà, ce qui est très joli, c'est que dans la pièce qui se finit demain, dans Mystère Sony, Patrick Chenet dit « J'aime Tchekhov parce que Tchekhov ne dit jamais « je vous aime », il dit « je vais chercher que ça me va ». C'est avec lequel on fait le thé en Russie, vous devez le savoir. Et c'est vrai que des gens comme Tchekhov et certains romanciers de la même époque, au début je dirais, la prise de conscience de la psychologie humaine, à l'époque aussi des grands débuts de la psychanalyse, de Freud, de Jung et d'autres, et ensuite de Lacan, on a compris que les êtres humains disaient rarement ce qu'ils pensaient, donc c'est intéressant par rapport au dialogue. D'abord parce qu'ils veulent essayer de vivre en paix avec leurs congénères, leurs femmes, leurs mecs, leurs petites amies, leurs profs, leurs machins, leurs patrons, la société. La société tient presque davantage par le mensonge de l'on dit que par la vérité. Si tout le monde se disait la vérité, ça serait insupportable. Et je pense que la vérité ne serait pas possible. Mais deuxièmement, une vérité permanente, je dis, de ce que l'on pense de l'autre. D'ailleurs, je dis souvent, si je savais tout ce que les gens disent de moi quand je ne suis pas là, je resterais chez moi, je ne sortirais plus. Parce qu'il y a plein de gens. Il m'est arrivé de dire des vacheries de quelqu'un, pas méchantes, comme ça défoule. Mais je ne pense pas vraiment en plus, vous voyez, parce qu'on peut, quelqu'un nous agace ponctuellement. Bon, voilà. Ce qui est intéressant dans le roman, c'est on peut sentir, grâce au dialogue, cette petite duplicité de l'humain qui parfois ne dit pas ce qu'il pense pour les raisons que je viens d'exprimer, mais aussi il ne dit pas ce qu'il pense parce que souvent il ne sait pas ce qu'il pense. Souvent, nous ne savons pas ce que nous pensons, même des gens que nous aimons, des choses que nous faisons. Qui est vraiment sûr à 100% de ce qu'il va faire et dire? Moi, en venant ici, je savais plus tout ce que j'allais faire et dire. Je savais pas quelle tête vous auriez, je savais pas que j'aurais l'impression d'être Patrick Bruel pendant 1 heure. Donc, en fait, on ne sait jamais rien. On arrive à vivre, et ça, on doit le sentir dans vos livres, parce que dans un livre, quelle que soit l'histoire, on doit sentir le fondement humain. On vit en faisant semblant de savoir pourquoi on est là et pourquoi on vit et pourquoi on vit des choses. Parce que fondamentalement, on n'en sait rien. C'est-à-dire que tout roman, toute pièce ou tout film doit contenir en soi le mystère humain. Qu'est-ce qu'on fout là? Pour combien de temps? À quoi ça sert? Je suis désolé, s'il n'y a pas ça dans un roman, à un moment,
même dans les films de Woody Allen ou d'autres, il y a toujours cette espèce d'existentialisme incroyable de quelqu'un qui se dit, mais qu'est-ce qu'il a pas ça sert? Voilà, et si vous-même vous n'avez pas cette conscience et cette question fondamentale, c'est que vous ne serez jamais des écrivains, parce que l'écrivain doit poser des questions et faire semblant d'y répondre. Donc le dialogue, ce qui est merveilleux, c'est que tout d'un coup, vous racontez, et soudain on dirait que vous arrêtez le temps et les gens se parlent. Et c'est vrai que j'ai eu cette impression, c'est pas une théorie que j'ai lue nulle part, ni dans Yves Lavandier, qui est un merveilleux théoricien de la dramaturgie ou autre, mais que j'étais soudain, effectivement, dans un éternel présent. Alors, le dialogue, c'est pas toujours des tirets, et puis il dit ça, et puis un tiret lui répond, voilà. C'est une science. Mais comme je disais avec Jourdain, qui fait de la prose sans savoir, c'est une science que l'on fait malgré nous, mais on le fait malgré nous quand on sait la faire. Parce que justement, dans beaucoup de participants que j'ai eus, dans les dialogues, il y avait beaucoup de problèmes, mais ils ne le voyaient pas parce qu'ils n'étaient pas encore en train de faire de la prose sans savoir, ils ne savaient pas encore faire cette prose-là. Il y a des trucs tout bêtes qui là, vous allez me dire, bah oui, évidemment, il enfonce une porte ouverte, mais en même temps, en le faisant, parfois, vous ne le ferez pas. Si je peux m'exprimer avec une phrase qui ne veut rien dire. Par exemple, mettons que ça, ce soit de la narration. Et alors là, voilà, il arriva au Lutetia, s'installa dans le fauteuil marron, etc. Elle arriva quelques instants après, nanani, nanana, à tirer. En général, on met des tirets. Autrefois, on mettait des guillemets. C'était super chiant. On ne voulait plus, j'avais encore des guillemets parmi les participants, ça arrive, on a le droit. On a le droit de s'emmerder la vie autant qu'on veut dans l'existence. Hein. Mais autrefois, effectivement, il fallait. Mais il n'y a pas longtemps, hein, jusqu'à il y a 20-30 ans. Je crois que Sagan ne le faisait plus. Je vais regarder dans les merveilleux nuages, mais je crois qu'elle avait arrêté. Mais ça dépend des romans. Dans les premiers, elle en mettait. Bon. Mais au début, il fallait ouvrir des guillemets. Tu sais, je crois que j'aurais dû prendre un cognac. Alors, s'il n'y avait pas de narration ici, s'il n'y avait pas, il faisait beau dehors, machin, s'il n'y avait pas de narration, il y avait juste un tiret. Oh oui, t'as raison, je vais prendre un cognac, moi aussi. Et sinon, tu vas bien? Oh ben oui, à part que mon chat est mort, ça va. Et si après ça, il y avait du dialogue, on continuait à tirer, mais s'il n'y avait plus de dialogue, s'il y avait de nouveau de la narration, il se mit à pleuvoir à l'extérieur, il fallait fermer les guillemets. Donc il fallait les ouvrir à chaque fois qu'on se mettait à parler. Désolée d'interrompre. Quand tu fais sur le tableau, est-ce que tu peux tourner un peu la caméra? Oui, comme ça. Non, justement, c'est vraiment compliqué, quoi. En fait, Ah, il y a beaucoup de monde en Zoom et personne ne voit ton tableau. Je suis un peu Asperger. Comme ça, c'est bon, Voilà. C'est une parenthèse, mais ça me rappelle un truc. De toute façon, si on écrit, c'est qu'on est un peu. Si vous n'êtes pas un peu dingue, arrêtez d'écrire. Quand j'étais à la maternelle, ma mère avait été convoquée, parce qu'à l'époque, les institutrices n'étaient pas du tout formées psychologiquement comme maintenant. J'avais une institutrice qui tapait sur les mains avec une gomme longue comme ça, et elle appelait ça la gomme à effacer le sourire. Voilà, donc il n'y avait pas la même psychologie. Maintenant, elle serait en prison. Voilà. Et elle avait dit, voilà, elle avait mis au tableau ça, un rond, un carré et un triangle. Elle avait mis ça tout de suite devant nous. Et alors, tout le monde l'a fait, sauf moi, l'Asperger du coin. Je dis rien contre les Asperger, c'est souvent des génies. Mozart en était un. Mais tout le monde mais moi, évidemment, comme je suis un peu perfectionniste, je me disais, attends, le rond, il va jamais se finir parfaitement. Il va faire un peu comme ça à un moment. Donc, non, ça va, je peux pas faire un rond comme elle a mis. Et le carré, le triangle, je voyais ce que j'appelais les pointus. Je comprenais pas qu'un angle, c'était deux lignes qui se rejoignaient quand même. On était quand même devant du très gros dossier. Hein. Donc en fait, je lui ai dit, non madame, je ne sais pas le faire. Et quand on le disait dans les années 60, oui, je sais que je ne le fais pas, mais je suis là. Madame, je ne sais pas le faire. Au lieu de nous montrer, ces abrutis, ils nous engueulaient. Et elle m'a mis au coin. Ma mère m'a engueulé, parce que ma mère n'était pas la reine de la psychologie non plus. Elle a fait des progrès. Voilà, donc en fait, quand on est écrivain, c'est souvent qu'on ne sait pas faire des ronds, des carrés et des triangles. Je ne vous ai pas montré ça pour rien, je ne pensais pas vous parler du tout. C'est qu'en fait, il y a quelque chose chez vous qui ne va pas bien. Parce que sinon, vous n'avez pas besoin d'écrire si vous allez très bien, si vous gagnez votre vie, si votre vie amoureuse est merveilleuse. En fait, le besoin d'écrire, non, ça vous fait rire. Vous le ressentez, non? Pardon, madame?
Non, mais il y a des degrés dans le besoin dans la difficulté d'être. Il y a un très beau livre de Jean Cocteau qui s'appelle La difficulté d'être. Si on écrit, j'ai bien vu pour mon propre compte, mais j'ai rencontré assez d'écrivains ou d'auteurs de théâtre depuis pour voir qu'ils sont handicapés de la vie. Ils sont des handicapés de l'existence. Et tout d'un coup, c'est une merveilleuse vengeance, une merveilleuse revanche, c'est plutôt un peu plus joli mot, d'écrire des romans, des pièces de théâtre et de dire ce qu'on a au fond de soi parce qu'on n'arrive pas à le vivre au quotidien. Et je pense que si vous êtes là, c'est que vous avez peut-être moins de facilité que d'autres à vivre la vie normale, la vie matérielle. Parce que ce qui est merveilleux, c'est que lorsque vous écrivez, c'est une parenthèse, mais c'est joli, c'est de l'abstrait au début. Surtout que maintenant, parfois, on n'imprime même pas nos propres romans. Moi, j'ai eu des romans qui sont sortis, des pièces qui se sont montées. Maintenant, je ne les ai jamais imprimées. Je les ai vues que sur l'écran. Après, j'envoyais par en PDF au metteur en scène. Après, j'allais voir la pièce. C'est magique en même temps. Mais parce que ça part d'une chose extrêmement abstraite, qui est quand même de l'écriture, des mots, et ça devient des livres matériels, envoyés sur des palettes, et qu'on va dédicacer. Et ça, c'est quand même merveilleux. Alors, maintenant, il voit, là, donc, oui, bon, il est là. Oui, il a son stylo, mais il cherche ses lunettes sur son nez. Et donc, à l'époque, s'il y avait de la narration, il fallait de nouveau ouvrir des guillemets. Et donc, en plus, si vous n'aviez qu'un seul dialogue et la narration, il fallait refermer, réouvrir le guillemet. Donc, ne vous embêtez pas avec les guillemets. Oubliez, c'est terminé, les éditeurs s'en foutent, vous gagnerez. Ça n'a l'air de rien, mais ça aussi, on n'y pense pas quand on veut écrire un roman où il sort de tirer de guillemets. Il y a aussi des romans où il n'y a pas de tiret, ça peut arriver. Attention, moi, je ne suis pas du tout un obsédé des choses normales ou pas normales. Il y a beaucoup de romans qui sont un peu branchés, où le dialogue démarre à la ligne, en retour-ligne, comme la narration qui est au-dessus ou au-dessous. Pourquoi pas? Je trouve que le tiret, on s'y est habitué, c'est dans l'inconscient collectif. Et quand on ouvre une page et qu'il y a soudain un peu de dialogue, je dirais, et c'est comme ça, normalement je devais commencer, vous avez vu que j'improvise, le dialogue, ça aère la page. Alors, ça fait gagner des pages quand on veut tricher et dire j'ai écrit 150 pages de dialogue, alors en fait, il n'y en a que 100, parce que le reste, c'est un peu du baratin de dialogue. Mais effectivement, c'est une espèce de récréation, le dialogue dans un roman. C'est un moment où, parce que la narration, il faut la suivre. Alors, ça dépend comment c'est écrit, si c'est un roman populaire facile, mais si c'est du Georges Perec, si c'est du Proust, si c'est du je ne sais qui, ça demande toujours un effort de lire. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens lisent moins maintenant, parce que ça demande un plus d'effort que de regarder, évidemment, une bonne série sur Netflix. Donc, effectivement, vous avez le loisir d'écrire du dialogue ou pas, mais surtout réaliser que ce dialogue peut être un divertissement dans votre livre. Alors, évidemment, il y a une chose à laquelle on ne pense pas également. C'est que lorsqu'on écrit un dialogue, alors là, il arriva au Lutetia, vous écrivez une ligne. Tu vas bien, tu as passé une bonne journée. Oh, écoute, je suis complètement crevé. Puis dans le métro, il y a un. Ah, mais moi, je suis venu en voiture, mais je n'ai pas trouvé à me garer. Bon. Déjà, ils ne sont que deux. Donc, évidemment, s'ils étaient 3, 4 ou 5, ce que je vais dire serait bien plus emmerdant. C'est-à-dire qu'il y a un moment, à peu près au bout de 3, 4 répliques, pas plus, où on ne sait plus qui parle. On ne sait plus qui parle. Et les gens disent, mais moi je le sais, oui, mais pas nous. Donc effectivement, n'oubliez pas déjà de se dire, est-ce que les gens savent qui parle, même quand ils sont deux. Ça n'a l'air de rien, mais c'est tout bête. Et c'est très dur pour vous, quand vous écrivez, d'avoir le recul, de vous dire, est-ce qu'on sait qui est en train de dire, je veux du cognac, il pleut dehors, j'ai eu du mal à me garer. C'est très difficile. Il faut pas que le public, le lecteur, fasse un effort. Il faut que ce soit extrêmement naturel pour lui. Il faut qu'il soit comme au cinéma. N'oubliez pas une chose. Quand vous êtes écrivain, vous êtes romancier, vous êtes metteur en scène d'un truc dingue. C'est pour ça que j'adore écrire des pièces, mais aussi des romans, parce que le théâtre vous amène vers des gens, des metteurs en scène, des acteurs, des directeurs de théâtre, des producteurs, le public que vous voyez de temps en temps à la sortie qui vient vous parler. Mais le roman est dingue pour ça, c'est que vous êtes seul, un peu seul, mais vous êtes le metteur en scène de tout. Vous êtes Deus ex machina. Et ça, ne l'oubliez pas. C'est un plaisir de dingue d'être dialoguiste, romancier, décorateur, costumier. Hein, peut-être vous n'y avez pas pensé, mais en fait, moi qui écris des pièces, je me rends compte que tout d'un coup, vous décidez de tout. Mais c'est lourd. C'est pas facile d'être costumier, décorateur. Vous ne pouvez pas dire, oh oui, après ça n'a pas marché, mais il y a un mauvais décor. Mais non, là, tout d'un coup, le décor, c'est vous. Tout est de votre faute. Et si ça marche, tout est grâce à vous.
félicite toujours quand c'est bien. Voilà. Effectivement, n'oubliez pas ça, c'est que vous êtes vraiment des Deus ex machina et que d'écrire un roman est un film incroyable. Mais n'oubliez jamais que c'est un spectacle. Alors justement, il faut être... Alors au cinéma, quand vous avez Georges Clooney et Meryl Streep, ben, vous les avez devant vous. Mais là, vous ne les avez pas devant vous, mais Georges Clooney et Meryl Streep. Donc, il faut savoir qui parle. Au bout de 2 ou 3 répliques, le lecteur est largué. Donc là, il y a beaucoup de techniques, mais c'est pareil, vous devez peut-être le savoir, mais en même temps, je suis là pour vous le dire ou vous le redire. Je ne connais pas la pensée de chacun, peut-être certains ont déjà publié, certains vont dire, ben oui, écoute, il enfonce une porte ouverte, mais pour beaucoup d'entre vous, ils ne sont pas encore posé la question. Donc, je fais comme si vous ne le saviez pas. Pardon, je ne voudrais pas en vexer certains. Non, mais c'est vrai, non. Je connais pas vos niveaux. Mais effectivement, il y a beaucoup de techniques que vous n'avez peut-être pas remarqué dans les romans, mais essayez de les remarquer quand vous lirez votre prochain roman. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières de savoir qui parle. Il s'assied à un arbre. Oh, écoute, j'ai eu du mal à me garer, dit-il. Bon, dit-il, ok, cool. Très bien. À la limite, si vous aviez dit avant, il s'assied en face d'elle et lui déclara 2 points, nanana, parce que vous pouvez aussi annoncer qui parle avant le dialogue. Vous pouvez annoncer qui parle pendant le dialogue, vous pouvez annoncer qui parle après le dialogue. Oh, dis donc, j'ai eu du mal à me garer. Il avait dit cela avec un air un peu agacé. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on n'y pense pas tout le temps, mais il y a donc 3 manières, déjà, de savoir qui parle. Alors, par exemple, si là, on sait que c'est lui, dit-il, ben là, on sait que c'est elle, puisqu'ils sont 2. À la limite, là, on saura que c'est lui. Mais à partir de là, j'aimerais savoir que c'est elle. Et de la même manière. Alors, ce qui est intéressant, c'est que donc, vous pouvez savoir nous dire qui parle avant, pendant ou après, surtout au bout de 2 à 3 dialogues. Tout d'un coup, ça devient compliqué, hein, parce que on se dit, oh putain, il va falloir faire tout ça. Mais après, ça vient de soi-même. Mais ce qui est intéressant avec ça, c'est le côté technique. Qui parle, parce qu'on n'est pas au cinoche, on n'est pas au théâtre. Mais surtout, ce qui est merveilleux avec le dialogue, c'est que vous pouvez, dans le dialogue, mettre les émotions des personnages ou mettre leurs mensonges et leur duplicité. Dis-moi, j'ai eu un mal fou à me garer. Mettons que le dialogue s'arrête là. Description d'après, il avait dit cela avec un certain agacement, tout ça pour masquer l'agacement réel qu'il ressentait envers elle, car elle pensait partir en vacances sans lui. C'est-à-dire que tout d'un coup, le dialogue, on voit qu'il dit pas tu pars en vacances sans moi, ça m'énerve. On sent qu'il dit autre chose, mais on sait qu'une personne dit une chose avec agacement, avec joie, en bégayant parce qu'il est timide. Voilà. N'oubliez pas que dans le dialogue, vous devez, il n'est pas obligatoire de mettre aussi les émotions des personnages. Et surtout aussi, comme on n'est pas au cinéma, de mettre l'intensité ou comment on dit au théâtre, on dit les intentions. Quelle est l'intention du personnage quand il dit ça? Est-ce qu'il ment? Est-ce qu'il dit la vérité? Est-ce qu'il est en colère? Bon. Si vous mettez hurla-t-il, hurla-t-elle, cria-t-il, cria-t-elle, murmura-t-il, murmura-t-elle, n'oubliez pas de varier vos plaisirs. L'essentiel, l'idéal dans le dialogue d'un roman, c'est que le public, le lecteur, je pense au public, c'est pareil, lise sans se rendre compte de ce que vous faites, mais que vous le manipulez gentiment, parce que toute écriture est toujours de la manipulation, puisque vous faites croire à un truc qui n'existe pas. N'oubliez pas que même si vous racontez vos vies, évitez de le faire. Évitez de raconter vos vies, je vous supplie. Il y a des gens qui racontent leur vie. Mais même si vous racontez un truc qui a existé, ce ne sera jamais la réalité. Et je dis, raconter, ça te fait rire, mais c'est vrai que, en plus, quand on vous raconte un truc qui nous est arrivé, oui, j'ai beaucoup souffert, quand mon chat est mort. Bon, les gens ont tous beaucoup souffert, moi aussi. Mais bon, tout d'un coup, quand ils veulent écrire un roman, ils veulent que ça ressemble énormément à ce qui leur est arrivé. Donc, ils sont foutus, parce qu'ils perdent toute liberté. En fait, raconter sa vie, c'est perdre au moins 50% de la capacité d'écrire. Ne l'oubliez jamais. Rien ne vaut l'invention. Scott Fitzgerald mettait beaucoup Zelda dans ses romans, mais c'était une Zelda, voilà, mais il ne racontait jamais ce qu'il vivait vraiment. Il le mettait dans ses lettres. Mais inventer, je vous en supplie, inventer, voilà, c'est une parenthèse, mais je trouve que le mal du siècle, et je l'ai beaucoup vu là, c'est vouloir raconter sa vie. Mais en tout cas, un petit bout de sa vie. Mais je dis oui, mais le roman d'après, vous allez raconter quoi? Vous allez écrire qu'un seul livre? Parce que là, vous avez énormément souffert quand le chat est mort. Mais après, vous avez une œuvre, Balzac, qui avait raconté sa vie. Balzac n'a jamais raconté sa vie.
il y avait un peu des personnages entêtés comme lui, il mettait un peu de lui, mettez un peu de vous, saupoudrez votre existence, mais ne racontez rien de ce qui vous est arrivé, parce que rien n'est réellement intéressant. Même Jean Moulin, s'il avait voulu, le pauvre, raconter sa vie, il aurait dû la romancer. Même ces horribles tortures, il aurait dû les écrire correctement. C'est horrible ce que je dis, mais c'est vrai. Donc n'oubliez jamais que c'est pas votre souffrance qui va intéresser le public, c'est comment vous la racontez et comment vous la déformez et comment vous l'embellissez, même votre souffrance. Voilà. En tout cas, la littérature, ça ne soigne rien. Je vous dis tout de suite, je vais toujours aussi mal qu'avant. Donc voilà. Donc effectivement, savoir qui parle, mais d'une manière extrêmement variée. C'est pas toujours dit-il, dit-elle, dit-elle, dit-il, dit-elle, bien sûr. C'est de temps en temps, on n'est pas obligé de mettre quoi que ce soit, de temps en temps, c'est elle le regarda un moment et décida de lui avouer la vérité. 2 points. Tu sais, je ne suis pas bien. Voilà. Mais pensez-y, essayez de dénombrer avant d'écrire toutes les manières que vous pouvez avoir d'amener votre dialogue et dans ce dialogue, de mettre des émotions des personnages et des choses qui nous renseignent sur ce qui arrive, sur pourquoi ces gens se voient, est-ce que ces gens s'aiment bien ou pas, que se passe-t-il, etc. Ça, c'est un peu l'aspect technique auquel on ne pense pas toujours, c'est le côté faire de la prose sans le savoir. Ensuite, bon, mais j'ai pris ça, Huxley et Sagan, mais je peux prendre tous les livres qui sont dans cette école, et bon. Là, une des grandes questions, c'est, j'adore Sagan, parce qu'en fait, ça n'a l'air de rien, mais cette petite coquine, je le déteste. Non, je trouve qu'elle était tellement classe et j'adore ses accidents de voiture et j'adore qu'elle fume, j'adore qu'elle picote, j'adore qu'elle joue au casino. Voilà, c'est des gens qu'on ne verra plus bientôt. Hein, voilà. Les gens comme elle iront en prison bientôt. Hein, fumer, boire, conduire en bouton. C'est la prison, perdre tout son argent, perdre tout l'argent qu'on a gagné. Bientôt, on sera en prison, ça ne dépense pas l'argent correctement. Vous savez, c'est-à-dire que Orwell, on y va. Hein, bon. Et donc, elle m'énerve parce qu'à 18 ans, elle a écrit Bonjour Tristesse et elle savait déjà à 18 ans tout ce que moi j'ai vaguement appris en 40 ans, vaguement, et encore je n'arrive pas à sa cheville, qui était d'ailleurs magnifique, c'est-à-dire qu'elle savait déjà chaque phrase fait avancer l'action, elle savait déjà dialoguer merveilleusement avec toutes les techniques que je vous dis, elle les avait déjà, mais sans le faire exprès, parce que ça s'appelle le génie. On ne sait pas d'où ça vient le génie. Hein. Il y a eu elle en France, aux États-Unis, il y en a eu une autre, mais en France, il y a eu elle et Raymond Radiguet, qui écrit Le Diable au corps à 18 ans, pareil. Hein, et puis le bal du comte d'Orgel à 19 ans, et il meurt à 20 ans de la fièvre typhoïde. Sagan, au moins, a eu une vie plus longue et plus rigolote, même si elle a fini fauchée, la pauvre. Donc, effectivement, ce qui est dingue chez ces gens, c'est que ce que je vous dis sur le dialogue dans le roman, ces gens le savaient d'eux-mêmes. Et d'ailleurs, c'est pour ça que son premier éditeur a dit, elle s'appelait Madame Juarez à l'époque, comme on ne pas, et il a dit, on va prendre le nom d'un personnage de Dostoïevski, qui est un militaire qui s'appelle Sagan dans Dostoïevski, dans l'idiot, bref. Et donc, voilà. Ce qui est intéressant, quand je refeuilletais Sagan, ou Huxley, j'adore Aldous Huxley, c'est sublime. Ça, c'est un roman après le feu d'artifice qui est vraiment intelligent et tout ça. Ce qui est intéressant, c'est que, en fait, si vous faisiez un film avec Les Merveilleux Nuages, les dialogues ne pourraient pas être utilisés tels qu'ils sont. Parce que ce sont des dialogues littéraires. Parce qu'en fait, et c'est ça la grande question, par exemple, dans Molière, de temps en temps, les paysans parlent comme des paysans. Vous voyez, morbleu, hein, peste de fou qui fait, peste de la carogne, etc. Bon. Mais que dans Molière. La grande question, même quand vous écrivez pour le théâtre, c'est pareil pour un dialogue de roman, est-ce que les personnages, il faut les faire parler selon leurs milieux sociaux? Mais c'est très compliqué parce qu'en fait, si vous faites, mais même d'ailleurs de nos jours, on pourrait être taxé d'une espèce de racisme social, ce qui est vrai. Mettons que ma scène, les gens de Lutetia, ils ont envie d'aller prendre un verre à la Courneuve. Chérie, quittons le Lutetia. Allons chez Bébert à la Courneuve manger un couscous. Bon. Ils vont, j'ai un beau public. Je te regarde quand j'ai le cafard. Quand je suis moins sûr de moi, je te regarde. En fait, tout d'un coup, est-ce que le serveur de Saint-Denis ou de la Courneuve ou de Trappes ou le mec jeune à capuche qui va arriver, est-ce que je le fais parler comme un mec à capuche? Est-ce que je vais pas être traité de connivence sociale, etc. C'est très compliqué.
Parce que même, il va falloir faire des allitérations, des machins. Ça peut être même en dehors de tout jugement social qui pourrait être du genre, bah, t'as vu, il connaît même pas la banlieue, t'as vu comment il est fait parler. D'ailleurs, c'est très dur de le faire au cinéma. C'est pour ça que La Haine était un film extraordinaire, parce que le mec n'était pas un mec de banlieue, celui qui l'a fait à l'époque. C'était pas un mec de banlieue, c'était le fils d'un grand metteur en scène du 6e arrondissement, Peter Kassovitz, voilà. Et puis d'ailleurs, l'acteur qui jouait était le fils d'un des plus grands acteurs des années 60. Donc c'est des gens qui ne sont pas des petites frappes de banlieue, a priori. Bon. Donc c'est très compliqué de trouver l'équilibre dans un film aussi pour avoir un réalisme social qui ne soit pas une caricature. Donc vous aussi, quand vous allez mettre des personnages qui ne sont pas des gens vaguement bourgeois, un télo, hein, il va falloir trouver le juste équilibre pour les faire parler d'une manière qui ne sera pas caricaturale. Ça a l'air de rien, on n'y pense pas, mais c'est très complexe, parce que tous vos personnages ne sont pas que des intellos du 5e. Ils sont forcément des boulangers de Vesoul, des voilà. Est-ce qu'ils parlent comme dans Molière? Ah, Molière, un morbleu. Ah, mais bon, c'est très complexe. Bon. Les gens comme Exley ou Sagan, évidemment, c'était plus simple parce qu'ils décrivaient souvent les mêmes milieux sociaux, des milieux plutôt aisés, etc. Il n'en demeure pas moins. Alors là, on voit que d'ailleurs, dans ce moment-là, par exemple, elle mettait pas de, si elle ouvrait les guillemets, et ensuite mettait des tirets, et fermait encore les guillemets, ça devait être des années 60, 70, au moment où les dialogues étaient terminés. Mais ces dialogues ne sont que le prolongement du style de sa description. Le regard d'oiseau de proie fit place à une expression résignée. Dialogue, guillemets. Les opérations des autres ne semblent jamais très graves, même aux plus proches, tiret. Même au chirurgien, dans votre cas, dit paisiblement José, et c'est ce qui me rassure. Bon. Il parle un peu comme dans les séries de l'après-midi, vous savez, TF1, mal doublé. Non, je ne sais pas, c'est John même, tu sais, et en même temps, je pense qu'il pense à mon héritage, mais évidemment, il aime cette maison. Mais tu crois qu'il m'aimait, bien sûr, Pamela. Bon, Pamela. Il y a rien de pire que les dialogues des feuilletons américains de l'après-midi. C'est un truc, on touche le fond. Mais c'est rigolo en même temps. Mais bon. Il y a certains films français où on touche le fond aussi, je vous rassure tout de suite. Là, ce qui est intéressant chez elle, c'est que elle s'embarrasse pas de choses sociales. Le dialogue est l'exact miroir de sa description dans le style. Alors, votre mission, si vous l'acceptez comme dans Mission Impossible, c'est ne pas faire de sorte de style non plus. Il ne faut pas se dire, oh putain, mais elle ne connaît pas la banlieue, ou elle ne connaît pas les Anglais, ou elle ne connaît pas. Là, ce qui est intéressant, je vais ouvert au hasard, c'est qu'on a un peu tous les exemples que je suis en train de vous dire. Le regard d'oiseau de proie fit place à une expression résignée, guillemets. Les opérations des autres ne semblent jamais très graves, même aux plus proches, tiret. Même au chirurgien, dans votre cas, dit paisiblement José, le plus paisiblement. Et José, parce que là, ils sont deux, a priori. Donc déjà, elle prend quand même le fait de dire que c'est José qui parle, on ne sait jamais. Des fois que le lecteur soit déjà paumé. Mais on sait que c'est paisible. Parce que s'il disait même au chirurgien, dans votre cas, dit José d'une manière agacée, ça y est, oui, mais vous êtes le metteur en scène. Attends, tu peux me jouer agacé, là? Oh, non, allez, joue le paisible. C'est vous qui décidez. Ça n'a l'air de rien, mais c'est jouissif, en fait. En tout cas, ça renseigne, vous donnez une info. Et c'est ce qui me rassure. Elle ferme les guillemets, il y eut un silence, etc., etc. Elle posa sa main sur le bras de José, qui en admira distraitement les bagues. Guillemets. Ce saphir est ravissant, dit-elle. C'est un personnage qui parlait. Tout cela sera bientôt à vous. Si, continua-t-elle devant le geste de José. Alors là, elle fait un truc que j'aime pas. Je peux me permettre. Alors ça, c'est marrant, parce que je l'avais pas vu, vous voyez, parce que je parle de ça depuis des années. Mais ce saphir est ravissant, dit-elle. Tout cela sera bientôt à vous. Si, continua-t-elle. Alors que c'est un autre tiret. Je déteste ça. Normalement, ne le faites pas. Je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Elle avait un whisky, je ne sais pas quoi, elle était bourrée, elle avait perdu au jeu, elle avait eu un accident, elle avait fait 3 tonneaux en voiture décapotable. Mais, c'est une coquille. Non, mais je crains que non, mais effectivement, c'est comme au théâtre, si vous mettez 2 fois le même personnage qui parle, par exemple, parce que soi-disant qu'il y a une didascalie entre les deux. Moi, si je mets une didascalie, je sais que c'est sur l'autre personnage qui parle après et non pas sur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, il n'y a aucune raison de faire un tiret et dire que c'est la même personne qui parle. En tout cas. C'est sur un monde. Pardon? C'est sur un monde. Oui, dire que c'est très curieux.
Elle n'en a pas besoin. Elle aurait pu très bien rester sur la même ligne et dire continue-t-elle, etc. Mais vous avez vu que, en tout cas, elle dit tout à l'heure paisiblement José, et là, continue-t-elle. En tout cas, on sait qu'elle continue, ça veut dire qu'elle poursuit son idée, et on sait aussi que c'est elle qui parle. Vous voyez, c'est quand même des techniques qu'elle-même employait, que tous emploient, d'une manière qui est tout à fait inconsciente et tout à fait efficace. Voici le dessert, dit tout à coup José. Tout à coup, ça veut dire, voilà, il y a une impression de rapidité. Et elle pâlit. Le garçon arrivé avec un gâteau rond surmonté d'une bougie, il le posa sur la table. Une bougie, dit José. C'est la première fois que je me trompe. Il restait pétrifié, etc., etc. Bon. Voilà déjà pour les... Et lui, c'est pareil. Alors, ce qui est intéressant de voir chez beaucoup d'auteurs, c'est que le dialogue est l'extrême regard, l'extrême miroir de la narration. Il n'y a pas de saute, il n'y a pas de différence. Il fait 50 degrés dans cette salle, maintenant. Le mec avait un striptease, il faut que je m'en ai bien. C'était quand même le meilleur moment, c'est-à-dire raconter que des trucs chiants. Et tout d'un coup, il s'est dit, putain, mon lu, c'était assez réjouissant. Certains ont tombé malades parce que quand même, il avait quand même 63 ans. Alors, voilà déjà pour une espèce de long préambule. Mais en fait, n'oubliez pas que le dialogue, il ne faut pas en abuser. C'est quelque chose qui doit venir. N'essayez pas de remplir vos pages en faisant du dialogue, qui est servez-vous-en comme un merveilleux plus, comme une récréation de votre esprit et de celui qui lit. C'est quelque chose qui est une détente, c'est quelque chose mais dont on peut se passer. Si vous devez écrire un récit, écrivez un récit. Si vous devez écrire un truc sans dialogue, écrivez un truc sans dialogue. Ce qu'il faut, c'est que les gens vous suivent et y croient. Le reste, voilà. Alors maintenant, je vais lire un peu ce que je vous avais écrit. Le mec, il a quand même parlé, il est quelle heure peut-être. Voilà les petites choses qui me venaient quand j'ai repréparé cet atelier. Le dialogue dans le roman est une science à lui seul. Je vous l'ai dit plusieurs fois. Parfois négligé, parfois sublimé, il fait partie intégrante de la qualité d'un livre. Il lui donne de l'humanité, de la vérité et du rythme. De l'humanité à cause de cette histoire d'éternel présent. Je ne sais pas si les gens ont pensé à ça, même mais quand je demande à Joncourt ou de Vigan, s'ils ont conscience de ce présent merveilleux qui inocule dans leur roman au moment où il dialogue. Et il rend les échanges entre personnages concrets, presque réels. Vous savez, tout d'un coup, on y croit quand c'est le dialogue, bien et qu'on sait qui parle. Surtout, voilà. Grâce au dialogue, le filtre du narrateur disparaît. Ça, c'est intéressant, si je peux me permettre. J'adore mon idée. Et, non, ça, c'est intéressant parce que quand vous êtes narrateur, vous imposez quelque chose. Mais même dans Proust, surtout dans Proust, qui est une narration extrêmement dure à suivre, extrêmement dense, mais merveilleuse, ou dans Albert Cohen. Il emmène dans Belle du Seigneur, il emmène des pensées énormes et merveilleuses, et tout d'un coup, Ariane parle avec Adrien II, son mari, ou avec Solal, et tout d'un coup, on se repose un peu, et hop, ça repart. Vous voyez, n'oubliez pas que le dialogue demande moins d'efforts quand même à lire que la narration. Donc, grâce au dialogue, le filtre du narrateur disparaît. C'est-à-dire que quelque part, la petite magie du dialogue, c'est tout à fait inconsciemment, le lecteur se dit, là, c'est pas l'auteur qui parle, c'est vraiment les gens. Non, mais c'est vrai. C'est fou, hein? Vous êtes d'accord? C'est dingue. C'est ce qui donne l'humanité aussi. Mais oui, là, c'est plus vous. Alors, c'est tout à fait parfaitement fait, justement. Il ne faut pas sentir le travail. Faut que, c'est comme toujours, hein, vous savez, n'oubliez pas, il ne faut pas que les gens sentent l'effort. On ne veut pas savoir si vous avez écrit pendant une semaine, pendant 10 ans. Donc, le dialogue doit être fluide, mais il doit être fluide avec toute la science des dit-il, dit-elle, mais paisiblement, etc., etc. Donc le narrateur disparaît. Son avis sur les personnages s'efface au profit de ce qui est dit. Le lecteur se met soudain à entendre les protagonistes. Il les voit se parler et son jugement personnel intervient alors avec plus de liberté. C'est-à-dire tout d'un coup, les personnages, lorsqu'ils parlent, quelque part, quand vous aérez la géographie de votre page, la pensée du lecteur peut se glisser aussi entre les phrases et se dire, non, il baratine, là. Attends, il dit qu'il s'est mal garé, mais il va lui avouer qu'il voulait la quitter. Attends, il va lui dire quand. L'ironie dramatique, où vous savez un truc, le mec c'est un truc, la femme c'est pas le truc. Vous savez depuis 2 pages qu'il a dit, il a rencontré une autre nana ou un autre mec ou un animal, chacun sa vie, une fourmi, on peut dire un berbère. Donc c'est intéressant, là on peut dire, mais quand est-ce qu'il va lui dire quoi? Mais d'accord, c'est Guignol, il va lui dire comment?
Il va, voilà, et finalement, il ne peut pas lui dire en plus. Il va dire, écoute, chérie, j'ai un rendez-vous. Le mec, il a pas assuré, il a même pas le média de lui. Donc, n'oubliez pas, le dialogue est jouissif pour l'ironie dramatique. C'est même là où il est le plus jouissif. Il va lui dire ou pas. Et il va lui dire comment. Ou elle va lui dire ou pas, elle va lui dire comment. C'est merveilleux. Jouer de tout ça. Ce qui m'amuse avec l'histoire du dialogue dans le roman, c'est pour ça que j'ai adoré vous en parler aujourd'hui, c'est que c'est un outil auquel on ne pense pas assez. Et je ne sais pas si dans beaucoup d'ateliers, j'aime pas le mot prof, hein, les enseignants, ils pensent à quel point c'est un outil incroyable que l'on a et dont on ne se sert pas assez, sans en abuser, pas de l'alcool. Donc il les voit se parler et son jugement personnel intervient alors avec plus de liberté. Il peut soudain décider qui aime, qui ment, qui dissimule, qui se défile, qui se méprend, et comme ça à l'infini. C'est-à-dire que plus que dans votre narration, il peut avoir un jugement. Vous pouvez enfin le laisser libre de se dire, il baratine, c'est un abruti, cette femme est, on peut pacifier, ce mec est génial, c'est lui qui va sauver le truc. Plus que dans, parce que c'est lui qui décide en fonction de ce qu'il entend. Pourquoi? Parce que votre vie, c'est pas de la narration, c'est que du dialogue. Alors, je ne sais pas vous, mais enfin, moi je ne le fais pas quand vous êtes dehors. Vous dites pas, il était dehors, il était en train de marcher, il arrivait à l'école des mots, ça veut dire que sinon j'ai un pet au casque. Hein. Si je pense à l'atelier Arriba, il se prie pour Patrick Bruel, parce que bon, c'est que je suis, voilà, la vie n'est que du dialogue. Parce que pourquoi? Parce qu'on est soit je me mets à vous parler, soit on est dans un monologue intérieur. La vie est toujours un dialogue avec soi-même ou avec les autres. Il n'y a pas de narrateur. Pourquoi on aimerait qu'il y ait un Dieu? Pour qu'il y ait un narrateur. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de preuves. J'attends. J'attends la mort avec gourmandise, comme disait Rabé. En tout cas, voilà. N'oubliez pas ça, c'est que tout est dialogue ou monologue intérieur. C'est bien pour ça que peut-être certains d'entre vous font des analyses pour arrêter un peu la machine de temps en temps. Non, je n'y arriverai pas, mes parents n'ont pas été gentils avec moi, je ne vaux rien, mes machins ont réussi avant moi, etc. Pour arrêter un peu cette petite machine-là, on va voir un mec, on paye 200 balles de l'heure pour dire arrêtez un peu la machine, si c'est un lacanien. Donc, ça, c'est merveilleux. Le dialogue, pour cela, les gens se disent ah oui, là, ils retrouvent la vie. Ils retrouvent la vie. C'est pour ça que j'avoue que j'adore les petits récits, mais j'adore le vrai roman, où, comme le disait Fitzgerald, il y a un équilibre subtil et savant et scientifique, pratiquement, entre les dialogues et les descriptions. Pour moi, le roman, c'est ça. D'ailleurs, le récit est toujours bref. Il y a des récits sublimes. En effet, Bobin a écrit des livres merveilleux. Je ne sais pas si vous avez lu Alexandre Baricot, Soi. Le livre s'appelle Soi. Une merveille. Je crois qu'il y a très peu de dialogues, il y en a avoir un, mais bon. C'est des dialogues indirects. Parenthèse. Qu'est-ce que c'est que le dialogue indirect? What it is. Alors, sûrement, vous avez peut-être fait dans vos livres, voilà, certains le savent, d'autres ne le savent peut-être pas, ou ils ne savaient pas que c'était du dialogue indirect. On peut soit, il y a deux solutions, soit on fait de la narration et on fait des dialogues, avec tous les livres que je viens de vous dire, soit on fait du dialogue indirect. Parce que tout d'un coup, on se dit, tiens, je vais un peu contourner l'obstacle, je vais arrêter de faire des tirets, d'ouvrir des guillemets, j'ai dit comme en 1960 et tout ça. Il arrivait au Lutetia, parce que j'ai vu le Lutetia, je sais pas, allez, le café coûte quand même 8 euros. J'habite à côté, donc je fais un détour et je vais chez Cogent, où c'est 2,10 €. Il arrive au Lutetia et s'assied en face d'elle. Il avait eu du mal à se garer. Vous n'avez pas envie de dialoguer? Tiens, je n'ai pas envie de dialoguer. Je vous emmerde. Il lui dit qu'il avait eu du mal à se garer et il se demandait bien comment il allait lui dire qu'il allait la quitter. Elle-même commanda un café, il commanda la même chose et ils parlèrent au début de choses et d'autres en se demandant l'un et l'autre comment allait leur carrière respective, leur chat, leur chien et leurs enfants. Ils se le demandèrent, ils se dirent que ça n'a l'air de rien. Mais vous voyez des dialogues indirects sans cesse dans les romans. Il y en a beaucoup. À la limite, il n'y a pas de règle là. Vous en faites comme vous voulez. Si vous trouvez que le dialogue ne vaut pas la peine d'ouvrir un tiret, de dialoguer, de faire du Tchekhov, je sais quoi, ou du Elia Kazan, voilà, vous faites de l'indirect. Mais n'oubliez pas que c'est un outil que vous avez. Servez-vous-en. Ce qui est amusant dans le roman, c'est de savoir qu'on a une boîte à outils, j'adore ce mot très à la mode,
Une boîte à outils. C'est comme sors de ta zone de confort. Moi, je peux tuer quand on me dit ça. Non, c'est la phrase la plus chiante. Mais je merde, bon. Et donc, j'en ai pas de zone de confort. Puis l'ouverte totale est permanente. Je ne sais jamais pourquoi je suis là. Et bon. Et tout ça. Donc, le dialogue indirect, mais c'est merveilleux, ça vous fait gagner du temps, ça compresse les choses. Voilà, pensez-y. Vous saviez ce que c'était ou pas? Oui, vous le saviez pour certains. Voilà. Mais parfois, on sait ce que c'est, mais on ne sait pas comment ça s'appelle, ou on sait ce que c'est, mais on s'en sert pas. On le voit chez les autres, mais on n'aurait pas l'idée de le faire, parce que dans beaucoup de romans que je vois qui sortent, il y a très peu de dialogue indirect. Très peu. Ils y pensent même pas. C'était, alors évidemment, eux le faisaient. Enfin, bon, voilà. Il y a eu à l'époque dans la littérature une espèce de savoir-faire inhérent à Flaubert, à Balzac, à Stendhal, à tous ces gens, évidemment à Moravia. À l'époque, j'adore les Italiens, Giuseppe Moravia, immense narrateur Moravia. Je fais une parenthèse, ça me vient là, sur Moravia, quand vous lisez L'ennui ou Le mépris, qui a fait le film de Godard avec Bardot, sublime, qui n'a rien à voir avec le roman d'ailleurs, mais dans le roman de Moravia, ce qui est merveilleux, c'est que chez Moravia, il y a souvent des femmes qui parlent pas beaucoup, donc les mecs, ils rament pour essayer de les satisfaire, ils n'y arrivent jamais, elles sont toujours mystérieuses. Il y a eu un très joli roman avec une femme mystérieuse et très, très taiseuse comme ça, de Pascal Lenné, quand j'étais très jeune, dans les années 80, hein, La Dentelière. Et ça avait été joué au cinéma par Huppert, et c'était un concours. Lisez La Dentelière, vous le trouverez sur Rakuten et tout ça, parce que évidemment, il y a la FNAC, La Dentelière, ils ont tout marqué les livres, ils ont pas. Ils ont aussi tout Bec BD. Mais voilà, c'est-à-dire que ce qui est merveilleux avec La Dentelière, vous avez lu, j'ai l'impression, de Pascal Lenné ou Le mépris de Moravia, surtout dans Le mépris, mais aussi dans L'ennui, c'est que on peut créer du non-dialogue. C'est-à-dire que le personnage, chez Moravia, vous avez le mec, ou dans Le mépris, le rôle que jouait Piccoli, le mec qui va parler tout ça. Oui, mais tu crois, mais ma chérie, mais tu es heureuse d'être là, mais oui, tu as vu cette chambre de lait que nous avons, mais quelle merveille. Oh, écoute, nous irons dîner sur le port tout à l'heure, là. Tu es contente, ma chérie? Oui, dit-elle. Et c'est merveilleux parce que, non, oui, ça vous fait rire, mais c'est vrai. Et ça, c'est Moravia, c'est oui, dit-elle. Ça te fait vraiment plaisir? Mais oui, puisque je te le dis. On retrouve Bardot dans Le mépris, hein. Après qu'elle ait dit, et mes fesses, tu les aimes, mes fesses, et tout ça. Donc, effectivement, là, même le dialogue, ce qui est merveilleux, c'est que ça vous enlève de la narration et ça vous met du sens. Parce que vous n'avez pas à dire ça l'ennuyait complètement, elle n'aimait pas cet homme, lui ne comprenait pas ce qu'elle voulait, il ne savait pas ce qu'il foutait avec elle, c'était vraiment un couple disgracieux, il ne savait pas comment la combler. Tout est dans le oui si tu veux, par exemple. Non, tu veux? Ouais, si tu veux. C'est génial, non? Non, moi, je trouve ça génial. Tout d'un coup, tout est dit dans ouais, si tu veux. Tout est dit. C'est jouissif. Voilà, je ne savais pas que j'allais vous parler de ça, mais moi, c'est ça la magie de la littérature. Et ça, c'est plus fort qu'au théâtre, parce qu'au théâtre, le côté oui, si tu veux, au bout d'une heure et demie, les gens, ils ont déjà quitté le théâtre. Alors qu'en littérature, on peut créer de l'embarras, de l'ennui, de la gêne, on peut créer plein de choses avec presque rien, avec oui, si tu veux. Moi, je trouve que c'est un art incroyable pour ça, de mise en scène, justement. Un dialogue de roman donne une autre idée de l'histoire qui se crée. Ce qui se dit entre les personnages peut entrer en contradiction, je l'ai un peu dit, avec l'idée que l'on se faisait d'une relation entre eux. Elle peut sous-entendre un comportement, une trahison, un élan amoureux, une amitié trahie, un projet bienveillant ou malveillant, d'attentat, de tout ce qu'on veut. Le dialogue de roman est toujours un enrichissement. Mais donc, il doit l'être. S'il n'est pas un enrichissement, il n'est rien, il est du remplissage. Il est je fais des tirets pour avoir plus de pages à mon livre et le rendre à l'école des mots. Ouais, voilà, vous devez l'enrichir en vous disant ah ouais, mais c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il pense, c'est ce qu'il veut. Voilà. Vous créez du mystère. Dans le polar, c'est merveilleux. Voilà, les dialogues, par exemple. Alors, c'est intéressant parce que c'est comme dans ces romans-là. Dans les grands romans policiers de Chandler, de Hammett à l'époque, de ces gens, qui j'adorais, Steeman, tout ça, les dialogues, ils sont tout droits, ils sont très, comment il s'appelait le mec tiré sur le pianiste, qui a été le film de Truffaut,
Hein? Manchette. Non, c'est pas Manchette. Non, c'est un Américain. Ouais. Oui, parce que c'est un film français, mais c'est David Goodis. L'allumette facile, tiré sur le pianiste, David Goodis. Vous lisez Goodis? D'ailleurs, lisez des romans policiers de cette époque, parce qu'il y a une économie de moyens. Lisez des romans policiers de Chandler, lisez Hamet. Hamet, génie absolu, Hamet. Hamet, un génie de la littérature qui crée du suspense à m'écrire, mais ce qui est merveilleux avec eux, c'est qu'il n'y a pas de masturbation intellectuelle, pardon de l'expression, mais c'est des faits, ça avance, c'est implacable. Et les dialogues, ils sont informatifs, mais ils sont terribles. Dans le dialogue, on sent la misère, on sent la misère humaine, on sent la misère intellectuelle, on sent la dureté des choses. J'adore Hamet. Il y a un très très beau film, parenthèse, qui s'appelle Julia, avec Vanessa Redgrave et Jeanne Fonda, où Jeanne Fonda joue le rôle de Liane Elman, qui était un grand écrivain de théâtre, et elle vivait avec Hamet. Et c'est un film extraordinaire où on voit Hamet qui l'encourage à écrire des pièces. Et il y a une sorte de biographie merveilleuse par Elman de Hamet. C'était vraiment un mec incroyable. Il a fait de la prison parce qu'il était objecteur de conscience. Il voulait pas faire l'armée et tout ça. Et même en prison, il était le gourou. Tout le monde venait lui demander son avis. Mais monsieur Hamet, comment on fait? Comment on peut s'évader, etc. Bon. Et c'était, pour moi, Hamet est un des hommes les plus brillants de tous les temps. Donc, on pense toujours à Dashiell Hamet. Par exemple, il avait très peu d'argent. Il gagnait pas beaucoup d'argent avec ses romans à l'époque. Et il rêvait de faire du tir à l'arc. Vous savez que dans le zen, il y a beaucoup de tirs à l'arc. Tirer à l'arc, c'est vraiment une espèce de sagesse. Ne pas bouger, atteindre sa cible, puisque le péché, ce qu'on appelle le péché, l'origine du mot péché, c'est ne pas atteindre sa cible. Je ne sais pas si vous le saviez, mais ce qu'il faut, c'est atteindre sa cible. Donc, c'est un péché de ne pas arriver à ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on fout là, sinon? Alors, il avait acheté un arc et des flèches assez chères. Et il avait de la famille qui était venue, et il y avait un petit garçon d'environ 10-11 ans, et il voit l'arc, et il lui dit, tu vas tirer à l'arc? Ouais. Ils vont tirer à l'arc tout l'après-midi, parce que Ahmed n'aimait pas être avec les adultes, il s'emmerdait un peu, ce que je peux absolument comprendre. Et donc, il a été tiré à l'arc, ils ont été sur une cible, dans le jardin, tout l'après-midi, dans leur belle maison au bord de la mer et tout ça. Et au moment de partir, vers 6 heures du soir, les gens montent dans leur jolie voiture de l'époque et tout ça, une Buick, et le petit garçon regarde l'arc, et Ahmed le regarde, du genre, il te plaît, hein? Ben ouais, ben prends-le. Et il lui file son arc et ses flèches. Bon, les parents, ils commencent à fouetter, bien sûr. Tu seras prudent, hein, là. Et Liliane Elman lui dit, mais tu as économisé pour acheter cet arc. On n'a pas beaucoup d'argent, on a juste cette putain de baraque. Pourquoi tu lui as donné l'arc? Et il lui dit, parce que les choses appartiennent à ceux qui les aiment le plus. Ben, des phrases comme ça, moi, ça me fait You made my day. Voilà, et la vie, c'est ça. Et la poésie, c'est ça. Et les lanciers romans. Donc, si vous lisez Hamet, vous verrez qu'il y a dedans énormément de techniques, mais surtout d'économie. N'oubliez jamais que ce soit dans les dialogues ou dans la narration, la qualité de votre travail se verra dans tout ce que vous n'allez pas dire. Comme dans le théâtre, c'est l'art du non-dit. Moi, j'ai mis 40 ans à comprendre comment on écrit une pièce pas trop mal. Parce que la vérité, elle est entre les lignes. C'est pour ça que je dis dans le Mystère Semi en ce moment, où Patrick Chenet dit, on ne dit pas je t'aime, on dit, tiens, je vais chercher ça me va. Voilà, avec un petit qui regarde. N'ayez pas peur, madame, c'est pas une je sais que vous, mais je n'ayez pas peur. Mais voilà, ce qui est beau, c'est que dans la vie, on dit rarement la vérité parce qu'on ne veut pas les dire ou parce qu'on ne la connaît pas. Comme je disais. Donc la vérité est entre les lignes. Et même dans un roman où il y a de la narration, il faut qu'une fois le livre terminé, les personnes se disent oh, il y a un truc qui ne s'est pas dit encore. Et laisser une part de liberté au lecteur. Voilà, ne lui dites pas tout. De toute façon, vous ne savez pas ce que c'est tout. Donc ne lui dites pas tout. Et n'oubliez pas, comme je disais tout à l'heure, qu'il y a toujours le grand mystère humain, quel qu'il soit, qu'on ne connaîtra strictement jamais, sauf peut-être au moment où nous basculons de l'autre côté du miroir. Donc, ce qui se dit entre les personnages peut entrer en contradiction avec l'idée qu'on se faisait d'une relation entre eux. Elle peut sous-entendre un comportement, une trahison, un élan amoureux, une amitié trahie, un projet bienveillant, etc., etc. Un dialogue de roman peut être absent, donc on appellera ça un récit. Un dialogue de roman n'est pas une suite de paroles de personnages empilées les unes sur les autres n'importe comment. Le lecteur doit savoir qui parle, etc. Je l'ai dit.
D'autres techniques sont possibles, comme le dialogue indirect, je l'ai dit. Fitzgerald, j'en ai parlé. Le dialogue est une facilité pour le lecteur, je l'ai dit, pour son aisance, son confort de lecture, mais ça va pas l'être pour son auteur. Pour vous, ça va pas être une facilité. C'est un autre art. Dès que vous dialoguez, c'est un peu autre chose que quand vous narrez. Attention, changez de casquette. N'oubliez pas, Henri Miller, il tapait à la machine et il écrivait à la main. Donc, ça veut dire, il avait conscience du changement de casquette et du changement d'art. C'est un peu comme, je sais pas, vous êtes musicien, vous jouez et du piano et du violon. C'est pas la même position, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes, voilà, c'est pas le même art. Ce n'est pas une pièce de théâtre. Le théâtre, c'est le non-dit, mais surtout, je disais, on verra les acteurs, la mise en scène, là, c'est vous qui faites tout. Le dialogue de roman, il est souvent moins démonstratif qu'au théâtre. Et non, au théâtre, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Mais d'ailleurs, c'est vrai qu'on ne vous dira jamais de ton roman, j'ai adoré les dialogues. Et quand les gens ont la gentillesse, la courtoisie et la générosité d'aimer mes pièces, ils ne me disent pas ah, tes dialogues sont super. En fait, le dialogue, ça n'existe pas. Ils disent j'ai aimé ta pièce, j'ai pleuré à la fin, j'ai là, mais ils disent pas j'ai aimé les dialogues. Ce qui est terrible, c'est que les dialogues, c'est merveilleusement important et on s'en fout complètement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on y pense. Il ne faut pas qu'on y pense. Alors, surtout, j'avais commencé un truc, il faut surtout y penser. Tout est en creux. N'oubliez pas que vous écrivez avec ce que vous ne dites pas. C'est exactement comme Rodin recevait un bloc de marbre. Il voyait déjà la sculpture quand il la voyait arriver. Ou Michel-Ange. Il y a eu une très belle biographie de Michel-Ange où il visualisait exactement l'ange qu'il allait faire, ou la Madone, ou le merveilleux jeune homme, parce que c'était un peu son truc, qu'il allait faire apparaître dedans. Donc, vous, quand vous écrivez, c'est pareil. Il y a d'abord un bloc, qui est votre idée générale, et vous n'arrêtez pas de donner des coups de burin au début pour casser un peu la matière, hein, et plus ça va, plus ça s'affine. Et après, c'est vraiment du millimètre. Après, on fait un substyle, après, on fait un bout une clavicule. Voilà. Mais au début, c'est au burin. Donc, n'oubliez pas que tout ce que vous faites, c'est toujours en enlevant. Et lorsque vous allez rendre un livre à un éditeur, par exemple une pièce de théâtre, il faut la passer au tamis. Il faut enlever, 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 jusqu'au moment où il n'y a plus que l'or. C'est comme le chercheur d'or. Le tamis, il y a beaucoup de terre au début dans ce que vous allez faire. Il faut qu'il n'y ait plus que l'essentiel. Ce que Rabelais appelait dans Gargantua la substantifique moelle. C'est maître Alcofibras Nazier qui disait ça. Bien connu. Alors, je ne sais pas comment je me souviens de tout pareil. Donc voilà, c'est pas une suite de paroles. Voilà, Fitzgerald, je vous en ai parlé. Différent du dialogue de film, évidemment, je l'ai dit, puisqu'on voit pas la personne qui parle, et ça change tout. Donc on ne voit pas un qui parle, deux sur quel ton. Amusez-vous. Voilà. Nana, le dialogue humaniste, je l'ai dit. Voilà, ça je l'ai dit, mais j'ai tout dit. Le dialogue peut dire ce que la narration ne peut pas dire. Oui, ça c'est important. Le dialogue peut dire ce que la narration ne peut pas dire, c'est-à-dire l'indicible, la non-communication. C'est ce que j'ai dit pour Moravia. Oui. Et ça, je vous assure, dans Moravia, c'est vrai que j'ai eu le choc du dialogue grâce à Moravia. Pas parce qu'elle ne parle pas à la femme, parce qu'elle dit presque rien, parce que l'autre rien. T'es contente, ma chérie, t'es contente, ma chérie. C'est redoutable. La non-communication, la duplicité, le mensonge, la trahison, l'amour fou, évidemment, etc. Donc voilà, vous avez, je pense que je vais vous écouter si vous voulez me poser des questions, mais vous avez en main un outil qui est magique, mais qui a sa propre technique, qui a quand même des règles. Qui parle, comment, etc. Surtout qui parle. Après, sur quel ton, etc. Mais surtout, mais on ne soit pas très souvent ici, je dis, mais c'est qui parle? Mais c'est elle, mais je ne sais pas. Mais surtout, c'est un outil qu'il ne faut pas voir. Pour terminer, c'est comme Brumel. Voilà, j'adore les vieilles histoires, de Cocteau et tout ça. Brumel, c'était le dandy, c'était l'élégance. Brumel, voilà. À l'époque où il y avait aussi Cocteau lui-même était d'une élégance folle. Enfin bon, ces mecs étaient quand même hors du commun. C'est comme les personnages de Huysmans, des Esseintes dans Huysmans, voilà. Et il y a un mec qui dit à Brumel dans une soirée, oh, je vous ai vu chez la comtesse machin samedi dernier, vous étiez merveilleusement élégant. Et il lui dit, mais monsieur, si j'avais été élégant, vous ne l'auriez pas vu. On va finir comme ça parce que le dialogue, c'est pareil. Si on vous dit, j'ai adoré les dialogues de ton livre, c'est que c'est vraiment pas un bon livre. Voilà. Mais si on vous dit, c'est un bon livre, ça sera outil peut-être grâce au dialogue que vous aurez dit. Voilà. Merci.
Donc, si vous avez des questions à poser, voilà, mais je pense que bon, on a fait le tour, mais allez. Oui, mais j'aurais une question sur les trilogues. Je ne sais pas si on dit comme ça, mais quand il y a un dialogue à plusieurs, est-ce qu'il y a une astuce? Parce que c'est hyper compliqué quand on en a trois ou quatre. Ah oui, oui, en fait, je l'ai un peu dit, mais bien sûr qu'on dit pas trilogue, sinon on dirait multilogue. Oui, voilà, multilogue. Non, on dit toujours dialogue, ce qui est Ok. évidemment une faute. Je suis d'accord. Non, mais ben, disons que ce que j'ai dit pour le dialogue est un peu plus compliqué que disons, ah ben, c'est monstrueux. Ouais. Ben, si vous faites une scène à 10, vous allez, voilà, c'est vrai que vous pétez un câble. C'est ça. C'est très compliqué. Non, mais je suis d'accord. Et oui, mais non, mais il faut garder les mêmes techniques. Si c'est, par exemple, des jurés, c'est intéressant, si vous avez 10 jurés. Alors voilà, la dame à la robe rose déclara, oh, mais tu crois que ce mec est innocent? Là, le petit bonhomme rondouillard lui répondit, voilà, vous voyez, il faut les caractériser, il faut savoir qui parle et sur quel ton. Mais c'est pareil, hein. Sauf qu'il ne faut pas l'oublier, effectivement. À la limite, ce serait presque, je dis plus compliqué, mais presque plus facile d'une autre manière, puisque vous êtes tellement obligé de les caractériser que vous n'allez pas l'oublier. Alors qu'à deux, vous pouvez dire, bon, on sait, puisque c'est Roland Garros à deux. Sauf que nous, on n'a pas Roland Garros sous les yeux, vous voyez. Mais en effet, on n'est pas trilogue, mais on devrait dire décalogue ou voilà, qui sont dit sur. Merci beaucoup. Un personnage qui aurait un défaut d'élocution ou un jeune enfant, est-ce qu'il vaut mieux le dire, mais c'est ça, est-ce qu'il vaut mieux le dire avant, ben voilà, il zozotait ou je sais pas quoi, et puis après on écrit normalement, parce que écrire en zozotant, Mais bien sûr. c'est super pénible, quoi. C'est pour ça que j'en ai parlé en parlant de Molière, qui disait Morbleu, peste de la Garonne, ou je sais pas quoi, où il parlait comme des paysans, machin. C'est très compliqué, moi je trouve ça extrêmement ringard. Mettons, un mec est bègue, vous n'allez pas faire bégayer à chaque fois. C'est complexe. Hein. Moi je dirais éviter les bègues et les zozotements. Mais non, c'est une bonne question. Je n'ai pas de réponse, parce que vous faites ce que vous voulez. Mais je trouve ça extrêmement ringard de faire parler des personnages comme leur milieu social, comme leurs défauts, ou comme leur. Voilà. Moi, il me semble que le bon équilibre est de les faire parler comme la narration. Parce que le dialogue n'est pas du réel comme au cinéma. Le dialogue, à la limite, dans La Haine, justement, je pense à La Haine, parce que c'est vraiment un merveilleux film sur la banlieue, qui n'était pas caricatural comme beaucoup le sont. Mais évidemment, quand vous mettez en scène, voilà, un mec de Sarcelles, tout d'un coup, il parle comme un mec de Sarcelles, mais c'est au cinéma. C'est très différent. Alors, si vous voyez parler, on pourra vous dire, mais dis-donc, je t'ai vu que tu fais parler le mec, là, tu prends pour qui? Tu es un mec du sixième, tout ça, tu vois. Ben, donc, non, c'est une bonne question, il n'y a pas de solution. Heureusement, il n'y a pas beaucoup de romans où il y a des gens qui zozotent ou qui bégayent ou qui. Voilà, à la limite, vous faites un dialogue direct. Il avait un mec qui zozote et il bégayait, par exemple, les deux. Il avait un zozotement prononcé lorsqu'il arrivait à parler, parce qu'en plus, il était bègue. Il parvint tout de même à lui dire qu'il était en retard parce qu'il avait eu un problème de réveil. Faites un dialogue indirect, justement, lui, vous voyez. Voilà, juste une solution. Parfois, dans un dialogue, entre deux personnages, il y en a un qui est abasourdi par la déclaration du premier et répond par le silence. Est-ce qu'en écrivant, on peut mettre tiret 3 points de suspension? Oui, on met 3 points de suspension. Et ça marche. Ça marche. Okay. C'est absolument admis. Il faut pas en abuser. Mais oui, bien sûr, ça marche bien d'ailleurs. Et l'autre qui dit, ah, tu ne réponds pas. Ben, là, je vois bien, évidemment, c'est bien ton genre. Bien sûr. D'ailleurs, je pense que dans Moravia, il y a des points de suspension. Mais il faut le mettre. Ou alors, vous mettez dans la narration. Il le regarda, il se contenta de le regarder, de le fixer. Ses silences agaçaient toujours John. Il y a les feuilletons de l'après-midi. Et Pamela se taisait son fait. Oui, quand on voit sur un dialogue de théâtre, les acteurs jouent. Quand on écrit un dialogue, il ne faut pas trouver les moyens de remplacer l'acteur qui exprime l'acteur et qui n'est pas dans le. Ben, comme vous voyez, quand je disais paisiblement, etc., c'est pareil. Sauf qu'au théâtre, vous n'avez pas besoin de le faire, dans le roman, il faut le faire. S'il est agacé, s'il est paisible, s'il est anxieux, vous mettez des émotions. Soit dans le dit-il anxieux, soit dans avant, après la narration elle-même. Ou bien indirectement, je ne sais pas si je vais rester au Lutetia. Pamela voyait bien qu'il avait l'air anxieux en disant cela.
Vous voyez, là, on est dans une expression indirecte que l'autre pense. C'est-à-dire que tout est possible. La boîte à outils, elle est infinie. Hein. Enfin, infinie, j'exagère, mais enfin, il y a même sans doute, j'ai essayé d'être exhaustif, plein de choses auxquelles je n'ai pas pensé dans la technique pour caractériser la psychologie de celui qui parle. Mais il faut le faire. Soit c'est pas nécessaire parce que c'est un dialogue tout droit, bon, on s'en fout. Soit il y a un truc un peu affectif, mais voilà, vous dites ou avant, ou pendant, ou après. Mais il faut le dire. Oui, bien sûr, parce qu'on n'est pas aussi moche. Tout à fait. J'ai répondu. Oui, oui, il faut le faire. Yes. Oui, alors j'ai vu dans certains romans récents que le dialogue se passe entre les personnages est écrit de la manière suivante. Je veux aller au Lutetia. Non, moi j'ai pas envie d'y aller. Alors en fait, c'est écrit, ce n'est pas du dialogue narratif. C'est écrit, il n'y a pas de tiret, il n'y a pas de guillemets. C'est écrit comme sous forme de récit. Je veux savoir, vous voyez ce que je veux dire? Oui, je sais pas comment ça s'appelle, je pense que et ça ressemble un peu au dialogue indirect, ce que vous me dites. Ben, c'est pas du dialogue indirect, puisqu'il se parle vraiment c'est comme, en fait, on a intégré dans la mais c'est intégré. Machin, c'est vraiment machin qui dit, je veux Lutetia, oh ben non, j'ai pas envie d'y aller. Ouais. Et alors, il se parle, clac, clac, c'est écrit à la suite. Dans la narration elle-même, il y a même pas de retour à la ligne. Sinon, Gabriel, qu'est-ce que vous pensez de moi ça va? J'en pense rien, puisque tout, en fait, il n'y a aucune règle. Hein. Il n'y a pas un grand livre de la vie où on vous dit c'est comme ça qu'on doit faire, puisqu'en plus ça évolue, les guillemets ont disparu. Si ça fonctionne, ça va. Si ça fonctionne, ça va. Le problème, c'est que est-ce que c'est agréable à lire? Est-ce que c'est clair pour les gens? En effet, il y a beaucoup d'auteurs. Je sais pas, mais je crois dans Duras, il y a ça déjà à l'époque. C'est pas forcément moderne. Hein. Je crois que dans Claude Simon, bah, évidemment, beaucoup de gens des éditions de minuit à l'époque, bien sûr, à l'époque du nouveau roman, comme ils ont voulu casser tous les modèles, bien sûr, avec Beckett, bien sûr. Dans Beckett, il y a le dépeupleur est un texte sans aucune ponctuation. N'oubliez pas que tout est possible. Moi, je suis pas un ayatollah de la chose normale, etc. Ce qu'il y a, c'est que, voilà, si vous pensez au lecteur, c'est comme au théâtre. Vous savez, il y a eu une grande mode. Moi, j'ai fait du théâtre. J'ai commencé à Champigny-sur-Marne à l'époque où il fallait jouer dans le noir, en murmurant pendant 4 heures. Voilà, il y a eu des suicides, hein, quand même, là, dans le public. Donc, c'est pas ça. Ah, toi! Bon. Et quand vous jouez pendant 2 ou 3 heures comme ça, on a le droit de le faire. Mais est-ce qu'on n'insulte pas le public? Voilà. C'est pour ça que l'acteur studio a beaucoup changé. Mais moi, je me rappelle, chez Florent, il y en avait qui jouaient théâtre public, comme ça, mais la reine est morte, mais bon, ça rend dingue au bout d'un moment, vous voyez. Donc, donc c'est connu, vous avez vu ça déjà, à Bobigny, ou à bon. Donc voilà, mais parfois c'est bien. Patrice Chéreau dirigeait les gens d'une manière parfois un peu outrée, mais sauf qu'il y avait du génie. Voilà, quand vous voyez Pascal Grégory dirigé par Chéreau avec la musique de Massive Attack dans je sais plus quelle pièce de Coltès, c'était pas joué naturel, mais c'était juste, voilà. C'est-à-dire que si vous faites pas un truc naturel, vous avez intérêt à être géniaux. C'est ça le truc. C'est ce que dit Yves Lavandier dans La Dramaturgie, qui est un livre extraordinaire, qui est très, c'est un pavé, ah oui. Lisez Yves Lavandier parce que c'est écrit pour le théâtre et le cinéma, mais c'est valable pour les romans. Moi, Lavandier, j'avoue que j'aurais pas pu écrire des pièces. Parce qu'on peut avoir le climax, le paiement, le machin, les nœuds dramatiques, le conflit, il y a tout dedans. N'oubliez pas que vous créez du conflit dans le roman. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de roman. Bon. Mais il le dit, il dit tout est possible au théâtre. Voilà. Regardez Beckett, regardez Duras. Mais est-ce que vous êtes Beckett ou Duras? C'est ça le truc. Moi, j'avoue, j'ai écrit des romans assez classiques, des pièces assez classiques, qui ressemblent plutôt à Pinter ou les choses que j'ai aimées, vous voyez, ça, en essayant de les moderniser, parce que je ne suis pas un génie. C'est ça le truc. Et donc, on peut jouer aussi comme ça, la reine est morte, mais est-ce qu'on est un génie? Michel Bouquet ne jouait pas d'une manière naturelle du tout. Je ne sais pas ce qu'il a. Écoutez, parce que ça, bon. Mais ça passait très bien parce que c'était Bouquet. Si je joue comme ça, bon, on m'enferme. On m'amène à Charenton tout de suite. Je fasse des ateliers. Je fais des ateliers, pas bien. Donc, voilà. Donc, je dirais, tout est possible. Le Claude Simon, à l'époque. Mais attention, parce que souvent, on revient aux fondamentaux. Parce qu'il y a beaucoup de romans de cette époque. Claude Simon, c'était bien. Mais des éditions de minuit des époques 60-70. Moi, j'ai essayé de relire des choses que j'avais aimé quand j'avais 17 ans. Rob Grillet, par exemple. Rob Grillet. Ben oui, j'ai vu la lassitude dans les yeux de madame. Vous lisez Les Gommes de Rob Grillet.
à l'époque, moi, je trouvais ça bien parce qu'il y a une époque, on se forçait à trouver bien parce que c'était la mode. Mais vous lisez les gommes, c'est une arnaque totale. Hein. En fait, c'est chiant, on s'en fout. Voilà. Mais à l'époque, voilà, t'as lu les gommes, ah ouais, t'as lu. Bon, ben voilà. Donc, attention, voilà, si ça passe, ça va. C'est ce que tu me dis, voilà. Si ça passe, ça va. Vous savez, c'est comme en effet un jeu de théâtre, c'est comme les fringues. Il y a des gens qui se fringuent d'une manière dingue. C'est pareil, moi, si je mets ça, on va me dire que j'ai un pet au casque, mais il y a des gens qui mettent du jaune, du rouge. À la première de la pièce, il y avait Pierre-Alain Leleu, que je connaissais pas, qui dirige un théâtre, qui est La Boule à Zéro. Il est venu en kilt. Il était super élégant avec son putain de kilt. Personne s'est foutu de sa gueule. Je lui ai dit, heureusement, c'est encore l'été, t'auras pas froid. Voilà. Mais c'était en septembre, il y avait encore la canicule. Alors, vous pouvez comprendre en même temps le besoin d'aération. Mais je ne sais pas vous, mais moi, je me en kilt, on se fout de ma gueule. Donc, ouais, c'est pareil. Est-ce qu'on peut se mettre en kilt? C'est un beau titre, ça. Hein. Voilà. J'ai répondu? Effectivement, je voulais savoir si on pouvait se mettre en kilt ou pas. Ben oui. C'est une réponse de Normand. Faites-le, faites ce que vous voulez, du moment que ça marche. T'as un nom d'ailleurs? Non, non. Non, d'ailleurs, il n'y a aucun nom pour rien dans tout ça, puisque personne n'en parle jamais du dialogue. Personne n'en parle jamais. Là, on pourrait dire une technique de dialogue intégrée dans la narration. Sauf au cinéma. Hein? Sauf au cinéma. Mais au cinéma, On parle beaucoup du dialogue au cinéma. Ah ben, le dialogue est très important, mais il ne faut pas le voir. Quand je dis Woody Allen, je ne suis pas obsédé, mais c'est vrai qu'il souvent il était très brillant, ça reposait beaucoup de choses. Comme vous avez dans Agneau, au début, voilà, les deux personnages qui parlent, c'est du dialogue, parce que souvent ils font rien, ils sont avec la raquette de tennis, on voit leurs hésitations. Ah, vous voulez, want to coffee or not? Yeah, no, car. Et bon, c'est que du dialogue, il ne se passe rien, ils sont juste plantés, ils ont envie de se connaître, mais ils n'osent pas se le dire. Il a son sac de sport. Woody Allen en short avec ses cannes comme ça, c'est extraordinaire. Les gens l'aimaient bien à l'époque encore. Donc voilà, tout d'un coup, là, ça repose beaucoup là-dessus, mais on ne dit pas j'ai aimé les dialogues de Woody Allen. On dit j'ai aimé le dernier Woody Allen, ou le premier Woody Allen. Voilà, c'est-à-dire que le dialogue, à la limite, je parle d'un truc qui n'existe pas aujourd'hui et qui est fondamental. Vous voyez, même s'il n'est pas là. Même s'il n'est pas là. Parce que s'il n'est pas là, comment allez-vous donner de l'humanité à votre livre? C'est ça le truc. Voilà. Moi, j'avais remarqué que j'avais tendance à faire des scènes où il n'y avait que des dialogues, où genre ils étaient posés quelque part et donc là, ils se mettaient à discuter, et d'autres scènes où là, c'était l'action et ils se parlaient plus, quoi, en fait. Et du coup, j'ai l'impression que quand même, ce qui marche bien, c'est que... Mélange. Oui, voilà, c'est ça, quoi. Sinon, on a une espèce de bloc. Ben oui, c'est un peu... Oui, je pense que c'est pas intéressant. Je pense que c'est une facilité. On peut, peut-être, tout d'un coup, une scène où il y a beaucoup de dialogue, voilà. Mais on peut se dire, tiens, voilà, c'est un peu bizarre, tout d'un coup, on dirait deux livres. Vous voyez? Non, oui, mais c'est que dans la vie, souvent, on discute plus quand on est posé autour d'un café en allant faire quelque chose, quoi, en fait. Ben oui, bien sûr, quand on peut marcher, on peut parler en marchant, mais comme je le disais tout à l'heure, la vie est un monologue aussi. Hein. Et vous parlez à vous-même quand vous marchez. Vous ne vous en rendez pas compte, mais maintenant, les gens parlent tout seuls. Oui, hélas, oui. Mais non, je sais pas, je crois qu'on va chez le psy au moment où on le réalise, surtout quand c'est des pensées limitantes. Si c'est des pensées, je suis vraiment merveilleux, tout le monde m'adore. Ce que je vais penser pendant 2 ou 3 heures après vous avoir vu, parce que vous faites marrer. Donc là, grâce à vous, je passerai 2 ou 3 heures sympas. Mais vers 16 heures, je commence à penser que je suis une grosse merdasse. N'ayez pas peur, ça va. Comme d'habitude, vous voyez, je n'arrive pas. Mais Schmitt est plus connu que moi, Florian Zeller est à Hollywood, et moi je suis au Date Montparnasse. Voilà, on n'arrête pas de. On n'est jamais content, hein, on voudrait toujours être plus. Non, il faut un mélange, je pense. Fitzgerald, voilà. Un bon équilibre entre dialogue et description. Bon équilibre, parce qu'en effet, sinon, c'est un peu schizophrène, je dirais, pour employer un mot un peu exagéré. D'un coup, c'est une faute de style, même, je dirais. C'est presque, vous voyez, c'est presque une faute de goût de faire ça, je pense. Ouais, mais c'est peut-être un réflexe inconscient, quoi. En fait. Ah, ça peut l'être. Oui, oui. Et après, vous pouvez vous gendarmer, vous dire, oui, ben, voilà. Il faut mettre ça dans le shaker. Et justement, dans ce genre de scène, il y a c'est par exemple 2 personnages, un chapitre, c'est 2 personnages qui ont des choses à se dire. Donc. Et si on alterne dialogue et dialogue direct, si on switch comme ça, bien sûr. un aller-retour il faut mieux même pour elle fait 2 barres de dialogue et puis elle continue à lui dire que. Mais bien sûr, voilà. Ce qu'il faut, c'est jamais être dans un systématisme de toute façon.
Donc, Oui. il faut soit revenir à la description, à la narration, soit faire de l'indirect, et en effet, pas enquiller du dit-il, dit-elle, dit-il, dit-elle, voilà. En fait, c'est presque logique. Je sais pas, c'est comme dans un repas, avoir des choses, du sucré, du salé. C'est un peu comme si on s'habille Total Look, vous savez, ou les mecs qui sont, voilà, qui s'achètent la pochette à sortir à la cravate. Le code goût, c'est pas ça, normalement. Vous voyez, il faut une pochette, enfin, la pochette, déjà, c'est ringard, mais bon, la cravate, limite. Mais donc voilà, c'est ça, je pense qu'il faut varier les plaisirs. Mais surtout, pour finir, faut que ça serve l'histoire. L'important, c'est les gens qui ont acheté votre bouquin et qui vont prendre du plaisir. Votre technique, il ne veut pas la connaître. J'espère que ce que j'ai dit aujourd'hui vous servira, parce que c'est, quelque part, on n'y pense pas, normalement. Mais voilà. Juste un instant, nous avons une question des gens qui sont à distance. Je suis désolé de... Pas de problème, merci. Je ne sais pas si on m'entend. Oui. Moi, j'avais une question sur le fait d'utiliser le dialogue pour le récit. C'est-à-dire que d'avoir un personnage qui raconte une expérience à travers le dialogue. Est-ce que c'est pas trop artificiel? Est-ce que c'est pas trop long après, qui raconte par exemple ce qui lui est arrivé dans sa vie et d'avoir un dialogue long par rapport à ça? Mais bien sûr, ça a existé déjà dans les romans du 19e. La sonate à Kreutzer de Tolstoï, c'est un long monologue de quelqu'un. Il y a eu beaucoup de romans comme ça, très classiques, avec des hommes, dans Dostoïevski, il y a ça, dans Tolstoï, beaucoup chez les Russes, où en fait on oublie que c'est quelqu'un qui parle depuis le début. J'ai monté dans le train ce jour-là, j'allais à Vladivostok et voilà, rentra Ivan Gourevitch, machin truc, que j'avais connu par le passé à l'école. Et Ivan Gourevitch, nanana, là, s'assit, il nous dit, savez-vous ce qui m'est arrivé? Je viens de quitter ma femme, mais je viens d'apprendre quel genre de femme c'était. Ah bon? Demanda Ivan, ce sont des noms comme ça. Voilà. Ben oui, écoutez, nous arrivâmes à la gare de Strouf, et voilà. Et il se mit à nous raconter, voilà, le contrôleur était déjà passé. Eh bien, mes amis, et puis vous avez 200 pages. Ouais, donc ça n'ennuie pas le lecteur forcément. Ou est-ce qu'il faut couper avec du dialogue indirect au milieu ou Vous appelez l'ange? Oui, non, je m'appelle Cynthia, désolée, c'est ma signature de Zoom qui est un petit peu. En fait, je vais enfoncer les portes ouvertes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous pouvez tout faire du moment que c'est bien fait. Ouais. Comme les acteurs, ils peuvent jouer comme ils veulent du moment que c'est bien fait. C'est le résultat qui compte. Vous pouvez aussi créer un truc qui n'existe pas. Est-ce que celui ou celle qui va vous lire passe un bon moment? Voilà, mais tout est possible en littérature. D'ailleurs, c'est bien d'inventer des choses un peu décalées. Ce que je dis là, moi, c'est presque le minimum syndical. Avoir conscience au moins de ce qu'on fait. Mais il faut souvent savoir faire le minimum pour savoir faire davantage. C'est vrai que tout le monde n'est pas Claude Simon, tout le monde n'est pas Nathalie Sarraute, et tout le monde n'est pas, voilà, tout le monde n'est pas un intellectuel, tout le monde n'est pas Sartre, et tout le monde n'est pas Beckett. Donc, mais oui, vous pouvez bien sûr. Un récit est souvent un long monologue aussi, très souvent. Absolument. Merci. Oui, j'avais noté tout à l'heure que vous avez dit le dialogue est le miroir du récit, il n'y a pas de saut. De saut. De saute, j'ai dit ça? De saut de style. Ah oui, oui, oui. Mais c'est-à-dire que si vous, effectivement, si vous avez un dialogue, j'ai employé un exemple vraiment volontairement fou. Si vous voulez un dialogue proustien, j'écris comme elle voulait faire Cattleya avec moi, c'était un dimanche de mai, et le baron de Charlus était passé, et tout d'un coup, je fais parler un jeune de Sarcelles qui arrive, on va se dire que je suis totalement givré. Le problème, c'est ça, c'est que d'avoir quand même une musique. Un roman, vous êtes chacun des musiques. On pourrait presque sur notre tombe après dire, on aurait dit un morceau de Mozart, cette personne, on aurait dit un air de Led Zeppelin, on aurait dit Stairway to Heaven. Nous avons une musique intérieure. Et cette musique, elle se développe par notre voix, par notre attitude, comment on se coiffe, comment on s'habille. Nous sommes des morceaux de musique, je trouve. Et lorsque vous écrivez, vous donnez à entendre votre musique. C'est pour ça que vous voulez écrire. Parce que dans les films, on n'a pas tellement l'occasion. Là, j'ai la chance de parler pendant 1 heure devant vous. C'est un cadeau inestimable. Si tu le fais, bon, 3000 balles quand même. Ben, ouais. Je sais pas. Mais c'est une chance inestimable de jouer au théâtre, d'écrire des romans, de faire de la sculpture, parce que la plupart des gens n'ont pas l'occasion de faire entendre leur musique, leur voix, leur musique, leur mélodie intérieure, leur refrain intérieur.
Attention que la vie ne soit pas qu'un refrain, il faut beaucoup de couplets surtout. Hein. Souvent, les gens font des refrains. En boucle, comme on disait. Hein. Pour sortir du, voilà, quitter votre fin, faites des nouveaux couplets. Donc, moi, je suis pour le dialogue qui est à l'image de la narration. Voilà qui sert le texte. N'essayez pas de faire des, parce que sinon on va sentir les, vous savez, c'est comme là, s'il y a un machin qui est un peu plus haut que l'autre, je me prends le pied dedans. Il faut un truc un peu bien lissé, vous voyez, un peu bien. Si sur le penseur de Rodin, vous aviez un truc en bois qui sort un peu rigolo, on se dirait, ben, c'est plus le penseur de Rodin. On peut créer des œuvres qui sont volontairement choquantes avec des dissensions, justement, des, voilà. Mais si vous voulez créer une œuvre harmonieuse, ou qui plaît aux gens, etc., allez vers une harmonie. Mais ça n'empêche pas que dedans, il y a des horreurs, il y a des solitudes, il y a des gens qui s'entre-déchirent, qui s'entretuent, voilà. Même s'ils s'entretuent, c'est dans l'action, c'est pas dans le style. Très souvent, d'ailleurs, il faut pas, mettons, je comprends beaucoup avec des comédiens, parce que très souvent, je me rappelle, Hustin me disait, c'est pas toi qui dois pleurer, c'est le public. Hein. Et puis pour s'énerver, c'est pas la peine de crier. Moi, les gens qui m'ont impressionné, c'est les gens qui murmuraient souvent. Regardez Anthony Hopkins dans Le Silence des agneaux, il murmure, hein, je peux dire, on la ramène pas. Les gens qui crient, ça fait pas tellement peur. Ferme ta gueule, tu vois. Là, les gens qui crient, c'est bien. Les gens qui s'énervent et qui crient, c'est tellement de la faiblesse. Les vrais forts, ils sont d'abord les vrais forts, ils sont de très bonne humeur presque tout le temps, parce que et ils sont polis. Pour être poli, il faut être très fort. Pour être égal. Et ils ne s'énervent pas. Par contre, quand ils vous disent un truc de côté, tu fais, oh putain, il a pas dû là. Voilà. Et quand vous écrivez, c'est pareil. Il faut avoir cette force. C'est les personnages qui s'énervent, c'est pas vous. Mais peut-être Pure-Latine, peut-être, voilà. Je sais pas si je réponds, mais moi, je suis pour pas qu'il y ait des sauts. C'est mon point de vue et je le partage, mais voilà. Si, je sais pas, d'autres merveilleux profs qu'il y a ici, Elsa Flagel, que j'adore, ou tout ça, vous parlez de ça, peut-être qu'ils auraient d'autres idées sur le dialogue. J'en sais rien, hein, dans le roman. Il me semble que ce que je vous dis, c'est presque des bases. Je dis pas, il faut faire ça, il faut faire ça. Je dis, bon, il faudrait mieux faire ça. Mais surtout, pensez à que les gens comprennent ce qui se passe. Voilà. C'est le plus important, en fait. C'est qu'on comprenne. Parce que ce que j'ai remarqué ici, c'est que quand on commence à écrire, on croit qu'on se comprend, mais les gens ne comprennent pas toujours. Très souvent, moi je me comprends, mais moi non, je ne sais même pas où ils sont là. Il est assis, il est debout, il est. Alors vous voyez un truc, mais il faut que nous on le voit. C'est ça, c'est dur de faire passer. Le last one. Il y a une astuce à connaître pour faire parler des idées abstraites ou des objets. Ça, c'est drôle, ça. Mais Toy Story, par exemple, ben, il n'y a pas d'astuce. Ben, si vous dites que le nounours lui a parlé, ou. Ben, surtout parce que justement, ce qui est mignon avec des animaux qui parlent ou chez Miyazaki, ou tout ça, c'est qu'on traite une machine à coudre qui parle comme un être humain. C'est tout l'intérêt. De toute façon, on ne sait pas comment parler d'une machine à coudre. Donc oui, bah, c'est une question marrante, mais oui, c'est pareil. Il faut surtout que ça ait l'air humain. Dans s'adapter, c'est clair ou pas? Dans s'adapter, je sais pas. Oui, oui. Je le fais bien. Ben oui, mais je parle bien. Tu veux lui conclure? Vous voulez conclure? Est-ce que tu as vu Donc, je voudrais vous remercier pour votre participation à la journée, à la masterclass d'un atelier sur la thématique du dialogue. Je vous attends nombreux aussi pour l'après-midi, soit en ligne, soit en présentiel, pour les prochaines activités, la table ronde et la scène ouverte. Et juste pour finir, je viens de vérifier et il y a encore quelques petites places pour la pièce dans l'atelier au théâtre de Montparnasse. Comme il avait dit que ça va réduire la quantité des séances qui sont encore disponibles, la tendance c'est que les places partent vite. Et elles ont déjà commencé à partir. C'est gentil ce que tu fais dans la pub. Bah, c'est pas de la pub, c'est juste parce que je serais intéressé d'y aller. Après ça, bah, d'ailleurs, j'y vais demain. J'ai acheté le mien. Et voilà. Donc, oui, il reste 17h30 aujourd'hui, 21h et demain 15h30. Ah, wow. C'est la dernière demain. Ça s'arrête. Ouais, Patrick Chenet est un peu souffrant, mais il joue bien, mais ouais, il est fatigué. C'est vrai que, un peu comme Arditi. Hein. Alors c'est fou parce que dans ma pièce,
Klaus von Bülow retrouve son avocat 10 ans plus tard, j'ai imaginé des retrouvailles. Même après le film avec Jeremy Irons, il parle du film, il est mis dans la Bible et tout ça. Et il y a vraiment un moment où il joue le malade, et il a un malaise dedans, Patrick Chenet. Et Briançon le rattrape, et tout le monde pense que c'est un vrai malaise, parce qu'il dit qui a fait des malaises. Donc on entend les gens qui disent, putain, ça y est, la pièce s'arrête, il a fait la vidéo. En plus, il le fait super bien. En répétition, Chenet, il partait en arrière. Et maintenant, il arrive à partir en avant. Il a quand même 77 ans, Chenet. Hein. Et il se laisse tomber. Et Patrick et Briançon, il sait à quel moment exactement il doit partir, parce qu'il a plusieurs mètres derrière, et vraiment il se met comme ça. Mais je me dis, putain, il va se ramasser la gueule un jour. Et vous savez, quand on fait du théâtre, surtout en banlieue, ça, on le faisait, on se laisse tomber sur quelqu'un pour la confiance. Surtout qui est derrière nous, on dit, ben voilà, s'il me rattrape, voilà, c'est la confiance dans le partenaire. Donc eux, c'est quand même, Chenet, c'est quand même un immense acteur et ils ont ça en eux, mais le mec, c'est le lance, c'est super. On est sûr que c'est un peu malaise. Franchement, c'est super bien fait. Merci à tout le monde. Merci. À bientôt. Merci. Les dates de janvier et février sont déjà disponibles dans le mail d'invitation que vous avez reçu. Et aussi le lien pour les bureaux ouverts. 14h.